parler des projets en cours ou futurs qui semblent intéressants sur le territoire. Donc, juste en termes d'organisation du webinaire, donc il durera 2 heures. Et on a pensé des temps d'échange, bien sûr, avec les personnes présentes dans la salle ou les personnes en ligne. Donc, n'hésitez pas en ligne à poser vos questions dans le chat et je les prendrai en note. Et puis, on aura des temps d'échange ensuite avec les intervenantes. Voilà, quoi de plus? On va vous échanger par la suite des documents. Donc, comme on a récolté vos mails, on vous enverra des documents ressources à la suite de ce cycle de webinaire. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vais présenter les intervenantes. Donc, merci beaucoup à vous d'être ici aujourd'hui. Donc, pour commencer, on a Claire Grangelot, donc, qui est responsable du dispositif Le Fil de l'Amicale du Nid 34 et qui est également formatrice, que je remercie grandement pour avoir construit ce cycle de webinaire ensemble. Nous avons également Julia Hall, qui est psychologue au sein du dispositif Le Fil également. Nous avons également Ophélie Ruyant, qui est chef de service au sein de 2 villas éducatives, rattachée à la MEX Marie Kézergue, et qui accueille des jeunes entre 13 et 21 ans. Et pour finir, nous accueillons donc Aurélie Crombec, qui est sage-femme, euh, au sein de centres de santé sexuelle portés par le conseil départemental de l'Hérault, donc à Clermont, Lodève et Gignac. Et je tiens à excuser du coup Marie Saint-Cyr, qui est conseillère conjugale et familiale au sein de centres de santé sexuelle aussi portés par le conseil départemental de l'Hérault, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et je remercie Aurélie du coup de se joindre à nous. Donc, avant de commencer, je vais juste rapidement parler aussi des personnes qui se sont inscrites en ligne pour voilà, donner un peu un aperçu de qui participe aussi. Donc, il y a eu un grand engouement pour ce webinaire, puisqu'il y a eu plus de 300 inscriptions. Et au niveau des structures représentées, donc, il y avait une grande majorité de personnes, de professionnels de conseils départementaux, de MEX, de la PJJ, de centres de santé sexuelle et de missions locales. Mais après, voilà, il y avait énormément de structures représentées. Et au niveau des professions, donc, on a une grande majorité de psychologues, d'éducatrices et éducateurs, d'assistantes et assistantes sociales, d'infirmières et infirmières et de chefs de service. Mais pareil, c'était assez large au niveau des professionnels représentés. Et il y avait environ 66% de professionnels qui venaient d'Occitanie et le reste de la France et même de Belgique. Donc, merci beaucoup à vous de vous être mobilisés aujourd'hui pour ce webinaire. Donc voilà, je ne vais pas parler plus. Je vous souhaite un bon webinaire. J'espère qu'il sera enrichissant. Et j'essaie de rester vigilante à vos questions dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je laisse maintenant la parole à Claire Grangeot. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'était juste pour faire le lien entre le dernier webinaire et celui qui suit, puisque le premier, on était sur la question de comment on repère, est-ce qu'il y a des indicateurs de repérage. On avait travaillé ensemble sur les facteurs de vulnérabilité, sur les facteurs déclenchants d'entrer dans la prostitution. Et on s'était aussi surtout arrêté sur les conséquences, puisque les conséquences sont aussi indicateurs de repérage, mais vont être aussi nos leviers d'accompagnement. Donc, on s'était arrêté à ce moment-là et on avait vu qu'il y avait de nombreuses conséquences physiques, sociales, sur l'insertion, sur la sexualité, sur le rapport à l'argent. Et on avait juste évoqué le fait qu'il y avait des conséquences psychologiques. Et on trouvait important aujourd'hui de vous partager avec Julia, la psychologue du service, de vous partager le fait que ces conséquences psychologiques, hein, il est hyper important quand on accompagne des personnes qui ont vécu des violences et notamment des violences sexuelles, et là des jeunes qui sont dans les violences du système prostitutionnel. Puisque si on n'est pas alerte aux conséquences psychologiques, ça va être compliqué d'accompagner ces jeunes-là. Et voilà, et il nous semblait important de vous partager l'analyse qu'on en fait, les pistes de travail ensuite qui peuvent être mises en œuvre par rapport à ces conséquences psychologiques. Donc du coup, je vais laisser la parole à Julia. On va changer le PowerPoint pour qu'elle puisse nous présenter le psychotrauma. C'est quoi? Qui ça concerne? Comment on peut l'identifier?
parce que du coup, il y a des symptômes qui nous donnent aussi des indicateurs et comment on peut accompagner ces personnes, ces mineurs qui ont été victimes et qui le sont toujours pour certaines de violences sexuelles. Au niveau du son. Bonjour à toutes et à tous. On va juste, voilà, je vais mettre mon PowerPoint. Merci beaucoup Claire et Juliette. J'espère qu'on m'entendra bien. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de violence et de traumatisme psychique ou psychotraumatisme, comme vous voulez. Ma présentation, elle va durer environ 20 minutes. Elle aura pour objectif de comprendre le traumatisme psychique, ses conséquences, et on abordera rapidement aussi sa prise en charge. Elle va se dérouler sur 3 grandes parties. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut être traumatisé? Les mécanismes neurobiologiques et leurs conséquences. Et on abordera donc la posture qui paraît peut-être la plus adaptée pour accompagner les personnes victimes de violences. Alors, qu'est-ce que le traumatisme psychique? C'est finalement une confrontation au réel de la mort. Je vais m'expliquer. Alors, il faut avoir en tête qu'on a tous conscience qu'on va mourir un jour. On ne sait juste pas trop quand ni comment. Et en ce sens-là, on ne l'a pas expérimenté. C'est ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'invincibilité. Quand on est confronté à un événement violent, en l'occurrence là une agression, qu'on soit victime directe ou indirecte, ça nous fait ressentir finalement un sentiment d'effroi, donc une peur intense, un sentiment d'impuissance et d'horreur face à l'événement violent qu'on est en train de vivre. Et, ces émotions-là vont être aussi créées par le fait que cette agression-là, elle soit soudaine et elle manque de sens, c'est-à-dire qu'elle est incohérente. On ne comprend pas pourquoi ça arrive à ce moment-là. Ça menace notre intégrité physique et psychique et finalement, on ressent un sentiment de mort imminente. Ces caractéristiques-là, on pourrait les considérer comme finalement le réel de la mort et c'est ce réel de la mort-là qui va créer une effraction psychique qui va amener un effondrement psychique interne de la personne victime qu'on va pouvoir observer par un sentiment de vide, une forme de néant. La personne va pouvoir dire qu'elle se sent vide, une forme de néantisation de son être, quoi. Il y aura aussi une perte identitaire, c'est-à-dire plutôt comme une expulsion de la communauté humaine. Elle a été agressée par un être humain. Elle ne pensait pas forcément que ça pouvait arriver. Donc ça vient détruire ses repères en ce sens-là. Et de fait, il y a aussi une perte de ce sentiment d'invincibilité-là, puisqu'elle expérimente ce réel de la mort. Pour continuer, je vais aborder les mécanismes neurobiologiques qui sont impliqués avant, pendant et après le traumatisme psychique, en abordant notamment 3 zones de notre cerveau. Le cortex préfrontal qui s'occupe de la prise de décision, qui donc nous permet de gérer et de prendre des décisions. L'amygdale qui va s'occuper de la gestion de nos émotions. Et l'hippocampe qui s'occupe de notre mémoire, mais aussi de nos repères spatio-temporels. Je vais d'abord partir de la situation d'un danger classique, on va dire, où il n'y a pas forcément d'événement violent qui va se poursuivre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à un danger? Déjà, corporellement, on va ressentir des choses, on va peut-être transpirer, peut-être que nos muscles vont un peu se crisper, on va finalement se sentir stressé. Et c'est normal parce qu'en fait, notre amygdale va s'activer. Et en s'activant, elle va envoyer à notre cortex préfrontal, qui, je le rappelle, est censé prendre des décisions face à ce danger-là, des hormones de stress. Et une fois que le cortex préfrontal a réceptionné ces hormones, il va pouvoir prendre une décision. En l'occurrence, là, le petit bonhomme, il prend la fuite. Donc, plus de danger, puisque le bonhomme est parti. Et donc, réponse émotionnelle se stabilise, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de danger. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à un événement violent où du coup on ne peut pas partir, soit parce qu'on est retenu physiquement, attaché, ce que vous voulez, soit parce qu'on est menacé de mort et que donc on pense qu'on va peut-être pas pouvoir partir non plus parce qu'on n'a pas trop envie de risquer le truc. Et ben l'amygdale, elle continue de s'activer, donc elle continue finalement d'envoyer nos petites hormones de stress au cortex, sauf qu'il y en a tellement que ça génère un excès d'hormones de stress et le cortex préfrontal ne va pas pouvoir prendre de décision parce qu'il y en aura trop. Et donc ça va amener à une forme de paralysie finalement de nos fonctions.
ce qu'on va appeler donc la sidération psychique, qui en fait, ce sera un immobilisme physique et psychique. C'est-à-dire que non, la personne, quand elle vit un événement violent, eh ben, c'est peut-être normal qu'elle soit sidérée, elle ne va pas pouvoir parler, elle ne va pas pouvoir crier, elle ne va pas pouvoir se défendre ni courir, même si elle en aura peut-être très elle de s'activer, puisque le danger perdure. Donc elle continue d'envoyer ses petites hormones de stress. Le cortex préfrontal, bah, il est toujours paralysé, donc il peut toujours rien faire, le pauvre. Et donc, l'amygdale, vu qu'elle continue d'envoyer et que le cortex ne peut pas prendre de décision, il y aura encore plus d'excès de ces hormones de stress qui vont amener à notre organisme à être en état de danger de mort. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un état de stress extrême et on peut mourir finalement de ce stress extrême. Par exemple, coma, on va avoir des AVC, ce que vous voulez. Donc, bon, notre organisme est en danger et donc, finalement, pour arrêter cette amygdale qui continue de s'activer et pour protéger notre organisme, notre cerveau va mettre en place un espèce de cocktail d'équivalent de drogue dure qui va faire venir disjoncter en fait notre cerveau, nos fonctions neuronales. Et donc, pour arrêter l'amygdale, ce cocktail-là, ça va faire disjoncter notre circuit. Et c'est ça, en fait, qu'on va appeler la dissociation psychique. C'est-à-dire que, puisqu'on aura eu cette disjonction au niveau de nos fonctions neuronales et cérébrales, ben, tout va s'arrêter et on aura une forme d'anesthésie physique et psychique. La dissociation psychique, c'est vraiment une anesthésie. La personne ne va pas ressentir d'émotion, ne va pas ressentir de sensations corporelles, donc elle ne ressentira ni la douleur, ni les émotions associées là en cas d'événement violent. Cette dissociation psychique, on peut aussi l'apercevoir, les personnes victimes de ces violences-là, elles peuvent parfois nous dire qu'elles sont comme en dehors de leur corps ou qu'elles ont l'impression qu'il y a un voile entre elles et vous quand elles vous parlent ou peut-être aussi, parfois il y a des couleurs qui sont un peu plus vives ou ce genre de choses. C'est ce qu'on peut appeler la déréalisation et la dépersonnalisation qui sont en fait une perception altérée de soi-même, et ou de leur environnement. Ce qu'on appelle la mémoire traumatique, pour vous expliquer comment ça s'articule, on va d'abord partir d'une situation où il n'y a pas de violence, encore une fois. Alors, finalement, là, on prend un petit bonhomme qui est Ça va très bien. content d'être en Il y a des vacances. jours avec, il y a Il des jours vit un sans, événement voilà et sympa, hein, il franchement n'y a pas là, de ça démarre, violence. là cette semaine, Pardon, c'était j'ai passé trop vite. voilà, Qu'est-ce qui c'était va se fort, passer fort pour que là, ça se donc transforme en mémoire? Ce souvenir de cet événement-là, il va être encodé par l'hippocampe. Donc l'hippocampe, je le rappelle, c'est la zone de notre cerveau et qui gère notre mémoire, voilà, mais c'est aussi nos du repères spatio-temporels. Et donc, il va être encodé par cet hippocampe, c'est-à-dire que ce souvenir heureux va pouvoir se transformer en mémoire autobiographique. Ce que j'appelle la mémoire autobiographique, c'est vraiment la mémoire qu'on va pouvoir retranscrire dans du coup le temps et l'espace. On va pouvoir décrire ce qui s'est passé de A à Z, entre guillemets. En cas de violence, on reprend toujours notre petit schéma d'événements violents, puisque du coup, il y a eu sidération et dissociation. Et donc, dissociation, je rappelle, disjonction, donc paralysie, anesthésie de toutes nos fonctions, de notre corps, de notre esprit. Eh bien, l'hippocampe, lui aussi, est paralysé et ne peut donc pas venir encoder le souvenir de l'événement violent que la personne est en train de vivre. Et puisqu'elle ne peut pas l'encoder, ce souvenir-là, il va rester peut-être comme c'est plus hors champ, normal, non? fractionné. C'est-à-dire que ça va mettre à mal nos repères spatio-temporels et ça va être une Ah, on lui mémoire mange le truc. qui, Non. qui va pouvoir ressurgir dans le champ de la À conscience de la 100 personne par ce qu'on hein, va appeler les reviviscences traumatiques. Je reprécise quelque chose, quand je parle de mémoire fractionnée, ça va être, par exemple, les personnes victimes qui vont aller déposer plainte, peut-être que ça va être compliqué pour elles de venir redire spécifiquement qu'est-ce qui s'est passé, parce que vu que c'est de la mémoire traumatique, elles ne vont pas pouvoir décrire précisément quand, comment, à quel moment, à quel endroit, parce que, donc, on l'a vu, ça ne va pas être bien encodé, en fait. Et ça va leur générer ben, une difficulté pour elles, parce elles vont se sentir mal de ne pas pouvoir finalement pouvoir retranscrire ce qu'elles ont vécu. Parenthèse fermée. Donc, cette mémoire hors champ, elle va revenir dans le champ de la conscience de la personne par ce qu'on appelle les reviviscences traumatiques.
que je vous explique tout de suite. Ces reviviscences traumatiques, donc finalement, ce sont les symptômes du traumatisme psychique. On va retrouver des flashbacks. Donc ça va être vraiment le souvenir, de l'événement vécu à l'identique, qui peut se faire, par la mémoire, par cette mémoire traumatique, mais aussi par des reviviscences corporelles. Je vous donne quelques exemples. Une personne qui a vécu un viol, qui est en train de se laver et ben, le fait de se laver, de se toucher, de toucher son corps, elle va revivre le viol vécu, que ce soit par des sensations corporelles, mais aussi peut-être par l'image du viol. Les cauchemars traumatiques, ça va être des cauchemars donc de répétition. Encore une fois, la personne va dormir, mais ça va être l'événement, violent qu'elle a vécu, qu'elle va revivre pareil à l'identique avec, la même, les mêmes, la même brutalité, j'ai envie de dire. Aucune transformation, quoi. Il y aura pas de petit chat qui vient se balader, il y aura rien qui sera transformé, ce sera l'événement violent à l'identique. Et on retrouve aussi de l'hypervigilance, donc des personnes qui sont, pouvez peut-être le remarquer, un peu sur le qui-vive, en permanence, qui sont finalement prêtes à agir, prêtes à faire quelque chose, si le danger arrive, comme si, l'amygdale était toujours, active. Elles sont toujours en situation de stress. Pour, lutter contre ces réviviscences traumatiques-là, les personnes, elles vont utiliser de stratégies qui sont épuisantes. Les stratégies d'évitement, donc, par exemple, une personne qui a été, cambriolée, chez elle, ben, peut-être qu'elle va, commencer à regarder, 10 fois, si sa porte a été fermée. Peut-être qu'une personne qui a été agressée dans la rue, elle va éviter de repasser par cette rue. Peut-être qu'une personne qui a failli mourir noyée, elle va développer une phobie à l'eau. Et on verra aussi des conduites dissociantes, donc tout ce qui va être, addiction, alcool, toxicomanie et cetera, violence envers les autres ou envers soi-même, que ce soit scarification ou passage à l'acte violent envers les autres. Les mises en danger, j'entends par là, par exemple, des jeux dangereux, style, du foulard ou, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais ou, des, conduites dangereuses, et la prostitution, évidemment, fait partie aussi des conduites dissociantes. Donc ces conduites dissociantes, elles, servent de manière inconsciente ou consciente, aux personnes de venir se redissocier, c'est-à-dire de venir, ben, finalement réactiver ce stress intense qui va les permettre de se réanesthésier, corporellement et psychiquement et physiquement. Évidemment, malheureusement, comme si c'était pas assez, on va aussi voir d'autres petites choses qui vont pouvoir apparaître. Peut-être que vous avez, identifié, ça si vous accompagnez des personnes victimes. Peut-être que, les jeunes, nous, qu'on peut accompagner, elles peuvent nous dire qu'elles ont, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes. Elles peuvent être, aussi victimes d'insomnie. Peut-être qu'il y a des aliments qu'elles vont plus vouloir manger ou plus pouvoir manger par la texture ou par la couleur, ou, des troubles des conduites alimentaires aussi, c'est plutôt fréquent. On va aussi pouvoir observer des difficultés du coup en termes de mémoire. Ça va être, des jeunes, des personnes victimes, qui vont pouvoir dire qu'elles ont des absences. On leur a donné un rendez-vous, mais elles l'ont oublié. Ou alors elles vont avoir des difficultés à se concentrer si elles sont inscrites à des formations ou à des cours, ça va être peut-être compliqué pour elles de se concentrer sur une tâche. Elles vont peut-être aussi pouvoir nous faire part de maux de ventre ou de maux de tête ou toutes les somatisations qu'on peut identifier. Au niveau de la sexualité, là aussi, il va y avoir, potentiellement des difficultés, que ce soit dans leur intimité sexuelle, consentie, ou aussi, heu, par exemple, des douleurs pelviennes ou des cystites, pardon, à répétition, ce genre de choses. On va aussi voir, une altération de l'humeur. Les jeunes qu'on accompagne, souvent, elles nomment ça comme des crises, elles font des crises. Donc, une altération de l'humeur qui peut être plus ou moins importante, hein, en fonction des situations et en fonction de la reviviscence aussi qui a créé ça. Il peut y avoir aussi des difficultés, des troubles au niveau du comportement, par exemple, un peu plus d'opposition que d'habitude, ou des formes de mutisme aussi. Et on va retrouver beaucoup, souvent, de l'anxiété par des crises d'angoisse, mais aussi, d'autres choses, des ruminations anxieuses, ce genre de choses. Au niveau émotionnel, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais nous, ce qu'on peut remarquer, les jeunes, elles vont pouvoir être en colère contre elles, contre, l'agresseur, les agresseurs, contre la justice parfois.
On va identifier des changements au niveau de leurs croyances. Ben, par exemple, la justice, si elles ont déposé plainte et qu'il y a eu un classement sans suite et qu'elles ne l'ont pas forcément compris, ça va être, des changements de croyances de la justice, ça sert à rien et ça va être des changements de croyances qui vont être compliqués à faire changer. Ça peut être aussi, ben, croire que si elles ont été agressées par un ou plusieurs hommes, que tous les hommes sont méchants. Donc voilà, ça va être vraiment des changements de croyances plutôt profondes où on va prendre du temps à essayer de déconstruire, mais ça va pas être évident tout le temps. On va pouvoir aussi, peut-être entendre des jeunes qui vont dire qu'elles servent à rien, qu'elles valent rien, qu'elles ne savent rien faire. Elles vont souvent avoir peur, peur que l'agression recommence, peur qu'il se passe d'autres choses, peur, bah, pour plein de choses finalement et surtout on va avoir beaucoup de honte, de culpabilité. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver, chez toutes les victimes de violences et notamment les victimes de violences sexuelles. Pour finir ma présentation, je voulais quand même aborder un petit peu la question de la prise en charge. Les difficultés au niveau de la personne, victime, heu, déjà tant qu'il y a pas de sécurisation, physique et psychique, ça va être compliqué d'accéder à une prise en charge, adaptée, globale, j'ai envie de dire, parce qu'elles vont du coup être toujours, en insécurité. S'il y a de l'emprise, vous imaginez que c'est encore plus compliqué. Ça va être compliqué pour elles de parler finalement de ce qu'elles ont vécu. C'est pas simple à dire, comme on l'a vu, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, de la peur. Donc c'est voilà, garder à l'esprit que c'est vraiment pas simple pour elles de le dire. Il y aura de la peur aussi au niveau de, ben, de nos, pardon, comment on va réagir au niveau social, au niveau sociétal aussi, les conséquences que ça pourrait avoir pour elles. Elles vont pouvoir avoir peur aussi parce que, ben, leurs symptômes, elles les comprennent pas forcément si personne ne leur a expliqué. Donc elles auront peut-être un petit peu l'impression d'être, folles, en fait. Elles vont souvent les jeunes qu'on accompagne, peuvent souvent demander si elles sont, bipolaires, si elles sont borderline. Donc voilà, c'est important, ben, de pouvoir expliquer ce qui peut se passer pour elles. Au niveau de l'entourage et des professionnels, les difficultés, qu'on a pu observer au niveau de l'empathie déjà. Heu, Quand on est face à quelqu'un qui est dissocié, on a peut-être l'impression qu'elle parle de ces événements, violents vécus avec, de la mise à distance, qu'il y a pas d'émotion. Et effectivement, pour elle, il y en a pas. Mais du coup, chez nous, nos neurones miroirs, qui sont, les neurones qui vont faire en sorte que notre empathie va se déclencher, ben, du coup, ils vont pas se déclencher. Donc on va pas forcément ressentir, d'empathie pour la personne qu'on aura en face de nous. Et ça va peut-être nous mettre à mal dans notre accompagnement. Aussi parce que face à l'ambivalence, des jeunes, des victimes de violences, avec tous les symptômes, que j'ai évoqués avant, on va pouvoir ressentir peut-être de l'impuissance, de la peur aussi, de la peur que ça continue pour elles, de la peur de pas trop savoir comment faire ça va peut-être mettre à mal finalement le lien qu'on aura avec elles, et comme, une forme de rejet potentiellement. Hem, Parce qu'on saura plus trop comment faire finalement, ce sera de l'impuissance cachée par d'autres émotions. J'ai aussi noté psychiatrisation, pardon, facile parce que, ce qu'on remarque aussi, c'est que malheureusement, on n'est pas encore, tous très bien formés à identifier et à prendre en charge, la question du traumatisme psychique et donc, comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit, les jeunes, elles pensent qu'elles sont souvent folles. Elles ont besoin de comprendre, c'est facile du coup pour elles d'essayer de chercher dans des étiquettes un peu, psychiatriques et hem et en fait, ben, parfois il y a pas de psychose, il y a pas de trouble psychiatrique, c'est vraiment des reviviscences traumatiques et heu et du coup, nous, ce qu'on peut percevoir, c'est que, ben, si on n'est pas trop formé, on va vite nous aussi mettre cette étiquette-là et donc bah, ça va nous mettre à mal parce que, on va pas pouvoir, finalement questionner les violences qu'elles ont pu vivre et on va peut-être passer à côté d'une prise en charge, qui sera, plus efficace finalement. Pour finir ma présentation, au niveau de ce qui me semblait important de garder à l'idée, justement, quand on est, professionnel ou entourage face à des personnes victimes de violences, c'est que, comme je vous le disais, elles ont déjà des difficultés à verbaliser ce qu'elles ont pu vivre. Ce sera pas évident pour elles, forcément, de se laisser aider, de prendre soin d'elles, d'accepter, qu'on prenne soin d'elles. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête.
Notre positionnement, je trouve que ce sera important de valider ce qu'elles peuvent nous dire, c'est-à-dire de les croire dans ce qu'elles peuvent nous dire. Je ne parle pas croire au sens d'une preuve juridique, mais je parle de croire au sens où c'est leur vérité à ce moment-là. Et c'est ça qui doit nous importer, c'est comment elles se sentent, comment elles ont vécu les choses à ce moment-là. On ne doit pas minimiser ce qu'elles ont vécu, ni les banaliser. Et à mon sens, c'est important de condamner les violences qu'elles peuvent nous décrire en faisant appel à la loi quand c'est nécessaire, par exemple dépôt de plainte, signalement. Et évidemment que si on est un petit peu formé, on a quelques notions justement dans tout ce que je viens de vous décrire, ça peut être chouette, ça peut être bien de venir leur expliquer pour que justement elles puissent ben, se dire que non, elles sont pas folles et que c'est normal ce qu'elles mettent en place. C'est leur manière de réagir dans des stratégies de survie face à quelque chose qu'elles ont vécu qui n'était pas normal. Autre point important, la temporalité. C'est important de garder en tête que la temporalité psychique des personnes n'est pas la même que la nôtre. Et donc peut-être que nous, parfois, en tant que professionnels ou entourage, on a des objectifs. Je pense peut-être nous, avec les jeunes, des éducateurs qui ont pu mettre en place ben, plein de choses, inscription à la mission locale, reprise de cours, équithérapie et tout ce genre de choses. Et c'est génial. Et on voit que la jeune, elle y adhère à un moment donné. Et à un moment donné, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais elle n'y adhère plus. Et ça repart un petit peu tout en vrille. Il y a de nouveau des comportements violents, de nouveau des fugues. Et donc, nous, ça nous renvoie à pas mal d'impuissance. On ne sait plus trop quoi faire, on ne comprend plus trop. Peut-être même qu'on est déçu parce que finalement, on se disait que ça avait l'air d'aller mieux. Mais donc, c'est avoir en tête que notre temporalité est pas la même que les personnes victimes de violences. Et donc, pour finir ma présentation, c'est important de garder le lien les jeunes qui vont revenir de fugue, c'est important qu'elles puissent ben, savoir que peu importe ce qui s'est passé pour elles, qu'elles pourront revenir, qu'elles seront accueillies avec bienveillance, qu'il n'y aura pas de culpabilisation et que ce sera juste, ben, on est content en fait que tu sois rentrée et c'est cool que tu sois là. Et si tu as envie d'en parler, on en parle, on prendra le temps. Et si tu as besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre que moi, eh ben, c'est OK. Mais juste, c'est chouette que tu sois rentrée. Donc, voilà avec bienveillance et garder ce lien qui me semble primordial, tout simplement parce que avant même pour moi de traiter les symptômes psychotraumatiques, c'est aussi d'avoir en tête que, comme je vous le disais au début, c'est vraiment une expulsion de la communauté humaine. Et donc, c'est refaire lien, en fait, venir réhumaniser un petit peu le lien pour qu'elle puisse avoir un lien de confiance et pouvoir entamer un travail et une prise en charge la plus globale possible. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'étais claire. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat. Peut-être on peut déjà prendre un petit temps de questions avec les gens dans la salle, si certaines et certains ont des questions. Non. Bah, sinon, du coup, on va continuer. Donc, toujours sur cet aspect de santé avec Aurélie Combec. Je vous laisse la parole. Bonjour. Aujourd'hui, je viens faire une présentation des centres de santé sexuelle qui sont portés par le conseil départemental et après d'ouvrir sur le travail en partenariat qu'on mène au quotidien avec la Mucaduni, le FIL et bien d'autres professionnels et associations. Comme l'a dit Juliette au début, je remplace au pied levé ma collègue binôme et amie Marie Saint-Cyr, qui est conseillère conjugale et familiale pour la même structure que moi et qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Donc moi, je suis sage-femme et dans notre fonctionnement, on fonctionne en binôme, donc je connais assez bien son travail et elle le mien. Donc j'espère être à la hauteur de la présentation d'aujourd'hui. J'ai essayé de m'approprier. Euh, Voilà. Donc, il y aura deux parties, une présentation d'une vingtaine de minutes, deux grandes parties. Donc, le démarrage sur la présentation de que sont les centres de santé sexuelle. Alors, le cadre réglementaire pour démarrer, très simplement, les missions des centres
de santé sexuelle sont inscrites dans le Code de la santé publique et relèvent des compétences obligatoires du conseil départemental. Elles sont mises en œuvre par les services de PMI, donc protection maternelle et infantile, et sous l'autorité du président du conseil départemental. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que on est à un moment, enfin, il y a une longue évolution législative qui a élargi les missions des centres de santé sexuelle. Et si on fait de façon très synthétique, en faisant partir notre frise chronologique de 67 et de la loi Neuwirth qui a légalisé les moyens de contraception, il y a eu la création des centres de planification et d'éducation familiale en 72, donc la loi Veil 74, cette loi qui a évolué jusqu'en 2023, hein, la légalisation de l'IVG, l'accès à la contraception, l'augmentation du délai en 2023, c'était les dernières évolutions. La loi de décentralisation en 83 qui a fait que c'est le président des conseils départementaux qui s'est retrouvé avec l'obligation de mettre en place les différentes missions. Pour aller un petit peu rapidement, 2024, on est en plein dans un plan de stratégie nationale de santé sexuelle qui doit renforcer la politique de prévention et de promotion de la santé, donc c'est 2017-2030. Et le dernier marqueur, 2022, donc la loi de protection de l'enfance, donc la loi Taquet, les centres de planification et d'éducation familiale deviennent les centres de santé sexuelle, qu'on a changé de nom. Si on fait un focus sur l'organisation de ces centres de santé sexuelle au sein du conseil départemental de l'Hérault, pour la mise en œuvre des différentes missions, le président du conseil départemental a deux possibilités. Soit il embauche des professionnels en interne comme des sages-femmes, des conseillères conjugales et familiales et des médecins, ce qui est le cas sur 7 sur Montpellier, Ovalie-Mausson, Saint-Martin et Alcaud, sur Cœur d'Hérault, donc le territoire où je travaille, Clermont-Lérault, Gignac, Lodève, sur Lunel, sur Bédarieux et Jacou. Et sur d'autres secteurs, ces missions peuvent être déléguées par voie de convention. Donc sur Montpellier et sur Agde, c'est le planning familial 34 qui exerce ces missions. Et sur le Biterrois, sur l'hôpital de Béziers et de Pézenas, là, la convention est passée avec le CHU, avec le centre hospitalier. Donc voilà, si on regarde une carte un petit peu floue et pas très bien faite, on voit qu'on est en train de développer. Bon, sur le Haut-Languedoc et l'Ouest-Hérault, c'est en cours, mais on est en train de développer. L'idée, c'est qu'il y ait le moins de zones qui soient blanches. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, voilà. Comment se passe l'accueil au sein des centres de santé sexuelle? En gros, quel public peut s'adresser à nous? Tout public. Il n'y a pas de condition d'âge, pas de genre, de profession, de situation, couverture sociale ou pas. Donc, on accueille tout le monde. Ce qui paraît important de noter, c'est que qui ait une couverture sociale ou pas, les soins, l'accueil, le traitement éventuel, les dépistages sont les mêmes. Et que sur nos structures, un mineur peut consulter sans l'autorisation de ses représentants légaux. Donc la loi française et la Charte européenne des droits de l'enfant prévoient que pour sa vie intime, un mineur peut faire des démarches pour prendre soin de sa santé, même si ses représentants légaux ne sont pas au courant, voire ne seraient absolument pas d'accord pour qu'ils viennent se faire dépister ou chercher une contraception ou autre. Donc, là, pour l'instant, sur notre centre, il y a une responsable, une assistante administrative et 4 binômes sages-femmes, conseillères conjugales et familiales et 2 médecins. Voilà, si on fait un focus sur les missions exercées dans les centres de santé sexuelle, ces missions, elles sont articulées autour de 3 grands axes: les consultations médicales, les entretiens psychosociaux et tout le travail de prévention, donc qui prend la forme de séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et le but, voilà, c'est la prévention et la promotion de la santé sexuelle. Là, c'est un peu, comment dire, on a mis deux parties, des consultations médicales et des consultations psychosociales, en sachant qu'on aime bien dire que dans le médical, on ne reçoit pas qu'un corps, on reçoit une personne avec son vécu et sa situation. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intriqué que ça. Mais si on veut schématiser un petit peu, dans l'offre, il y a des consultations gynécologiques de prévention, diagnostic de grossesse, information et délivrance de la contraception. Délivrance de la contraception d'urgence, depuis presque 2 ans, on peut aller en pharmacie sans ordonnance. Donc, il n'y a pas que dans les centres de santé sexuelle
qu'on peut récupérer la contraception d'urgence. Contraception d'urgence, c'est l'expression qu'on utilise pour ne pas dire pilule du lendemain. Parce que quand on dit pilule du lendemain, parfois, ça fait penser qu'il faut attendre le lendemain pour aller la chercher. Alors qu'une contraception d'urgence, plus elle est prise tôt et plus elle est efficace. Dépistage des traitements des infections sexuellement transmissibles. Donc là aussi, je fais une petite remarque, c'est depuis le 1er septembre, on peut aller dans un laboratoire sans ordonnance pour demander à avoir un dépistage des infections sexuellement transmissibles. Si on a moins de 26 ans, c'est pris en charge sans avance de frais à 100% par la Sécu. Au-delà de 26 ans, il faut avoir une mutuelle pour qu'il n'y ait pas de reste à charge. Et dans ce nouveau dispositif-là, si on est mineur, si on veut être dépisté sous le secret, il faut quand même venir sur un centre de santé sexuelle. Parce que si on va au laboratoire, le labo va demander l'autorisation des responsables légaux sur le nouveau dispositif dont je viens de parler, hein, sans ordonnance. Voilà. Et pour terminer, sur les consultations médicales, il y a la proposition, en tout cas, on peut accompagner et faire des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, quand elles peuvent, en dessous de 9 semaines d'aménorrhée, quand l'avortement peut se faire en dehors d'une structure de soins. Voilà, les médecins et bientôt toutes les sages-femmes des centres de santé sexuelle seront formés pour accompagner ces IVG. Pour le volet psychosocial, l'éducation à la vie affective, relationnelle et amoureuse, questionnement sur la sexualité, situation de conflit conjugal et intrafamilial, les situations de violence conjugale, intrafamiliale, sexiste et sexuelle. On fait bien le distinguo entre le conflit et la violence. Sur une situation de conflit conjugal, par exemple, on peut recevoir un couple. Sur une situation de violence, on reçoit la victime et pas son auteur avec. Voilà. Les entretiens psychosociaux sont proposés aussi dans le cadre d'une demande d'avortement. Donc, ils sont proposés à une femme et ou un couple majeur, et l'entretien pré-IVG, préalable à l'IVG, même s'il porte mal son nom, il est obligatoire pour les femmes mineures. Donc, le volet des animations de prévention, on est beaucoup sur les établissements scolaires, mais on propose aussi des animations dans les MEX, donc maisons pour enfants à caractère social, les lieux de vie, les missions locales, les centres provisoires d'hébergement, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, associations de quartier, maisons pour tous, et auprès des professionnels avec qui on est en contact, hein, les assistants familiaux, les animateurs, les éducateurs. La liste est longue et non exhaustive. Il faut que je respire un peu mieux, je pense. Voilà, une petite diapo sur la collaboration intra-institutionnelle. Donc, on a mis les professionnels donc, de l'aide sociale à l'enfance. ISCG, c'est les intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie. Les libéraux, les sages-femmes, les médecins, donc qui sont dans des bassins locaux. Les structures hospitalières, orthogénie, CRIAVS, UMJ, CEGID, donc c'est beaucoup d'acronymes. Des acteurs associatifs, le CIDFF, Via Voltaire, l'Amicale du Nid, les services de police et de justice. Donc, c'est un travail en partenariat. Donc, si là, on se rapproche un petit peu voilà, du sujet d'aujourd'hui, les centres de santé sexuelle et l'accompagnement des jeunes à risque ou en situation de prostitution, comment ne pas parler de la prévention? Donc, on a tous en tête que ce travail de prévention, c'est un gros morceau, une grosse partie pour essayer alors d'empêcher, je ne sais pas, mais en tout cas, de travailler des choses en amont. Donc, les actions d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire, ben, c'est une obligation légale. C'est inscrit dans le Code de l'éducation. Il y a une loi qui remonte au 4 juillet 2001. Alors, la loi dit une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, donc de la maternelle au bac, à raison de 3 séances par an, par groupe d'âge homogène. Bon, ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre hommes et femmes et contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Ça, c'est la philosophie de la loi. Nous, dans nos animations, on anime conjointement ces séances avec pour objectif la promotion de l'égalité, le respect de toutes les orientations sexuelles, les identités de genre, les personnes intersexuées, sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles, permettre aux jeunes de développer leurs compétences psychosociales. Là, il faut s'y prendre assez tôt, hein.
et de développer aussi leur esprit critique en leur apportant des informations justes sur leur corps, sur leurs droits, sur la contraception, etc. Bon, en pratique, un rapport de 2022 de l'Inspection générale de l'éducation rapporte que moins de 15% des élèves bénéficient de ces 3 séances. Début mars 2023, 3 grandes associations, SOS Homophobie, SIDAction et le Planning familial, ont attaqué l'État en justice pour non-application de la loi de 2001. Le respect de ces lois permettrait pourtant de sensibiliser aux inégalités, aux violences de genre, aux prises de risques liées à la sexualité. Donc, 2 petits exemples. Alors, les chiffres du SSMSI, donc qui est un service statistique, augmentation des violences sexuelles hors cadre familial de 6% en 2023, et une étude IFOP 2023 qui était demandée par SIDAction, qui est venue montrer une dégradation des connaissances des jeunes sur le VIH. Donc voilà, pour un petit peu illustrer l'action. Sur les endroits où nous sommes, on a vu à peu près 6 000 élèves, 42 établissements scolaires sur l'Hérault, sur le secteur où on est déployé, donc sur l'année scolaire 2023-2024, donc des 4e, des 3e, des 5e, des CAP, des bacs pro. On est allé aussi dans quelques classes de primaire. Alors, là, si on zoome encore un petit peu plus sur le contenu des consultations, des jeunes à risque ou en situation de prostitution. Une petite diapo sur l'orientation, en fait, elle se fait dans les 2 sens. On peut avoir un petit coup de fil, un mail, un message voilà, des services du fil, d'une MEX ou d'une villa avec qui est sur notre territoire, ou d'autres structures d'accueil d'enfants confiées, les éducateurs de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, qui travaillent pour le département, donc ils sont sur les mêmes locaux que nous. Donc on a des échanges qui sont assez facilités. Les infirmières scolaires également, avec qui on travaille en direct sur des situations individuelles et sur l'organisation de ces animations. Donc, elles peuvent nous envoyer, nous orienter des personnes qui seraient d'accord pour nous rencontrer, parce que si le ou la jeune n'est pas OK, bah, de toute façon, il y a aucune raison, on ne se verra pas, hein, c'est normal. Et le mouvement peut se faire dans l'autre sens. Moi, je peux recevoir en consultation une jeune fille pour une demande de dépistage ou avec une symptomatique gynéco chronique, et puis finalement, arriver voir des facteurs un peu fragilisants, des choses qui vont faire un petit peu clignoter voilà, mes voyants, et je vais orienter ou demander conseil aux collègues du fil. Donc voilà, vraiment, c'est un partage, et c'est dans les 2 sens. Alors, comment se passe une consultation en centre de santé sexuelle? Très généralement, que ce soit une consultation médicale ou un entretien psychosocial, à chaque première consultation, on rappelle la confidentialité et le secret professionnel. On est toutes tenues au secret professionnel, et que le lever, ce serait une faute grave, mais on précise les exceptions. Le secret peut être partagé, donc si la personne est d'accord, avec un autre professionnel qui est soumis au secret. On peut partager certaines informations qui seraient importantes à l'accompagnement et à la prise en charge. Donc là, le secret peut être partagé. Le secret peut être levé si la personne le demande. Voilà, j'aimerais bien que vous m'aidiez à parler de ça à ma mère ou à mon éducateur. Voilà. Et le secret doit être levé, et on en reparlera à la fin, dans le cas d'une personne mineure, si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, en risque de l'être, ou dans certaines situations si elles l'ont déjà été. Comment se passe un entretien psychosocial? Donc là, Marie, ça lui tenait à cœur d'expliquer vraiment en détail comment elle mène ses entretiens. À chaque première consultation, elle rappelle nos compétences, que ce soit les leurs, donc conseillère conjugale et familiale, ou celles des sages-femmes et des médecins, pour pas en fait réduire un entretien à un seul thème, mais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées et qui peuvent être posées. Donc à chaque fois, voilà, on précise qu'on peut recevoir une personne dans une situation de conflit conjugal ou conflit intrafamilial. On peut recevoir une personne qui est victime de violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles. On explique la différence entre le conflit et le conflit et la violence.
Marie explique à chaque fois qu'elle peut accompagner des femmes ou des couples qui ont recouru ou qui sont en train de recourir à l'interruption volontaire de grossesse et qu'elle est formée pour répondre à des questions spécifiques relatives à la sexualité. Donc son idée, c'est que pour afficher tout ce qui pourrait être abordé pour essayer d'ouvrir la parole dans tout ce qui pourrait se présenter. Donc, durant ces entretiens psychosociaux, il y a un questionnement systématique sur les violences et les antécédents de violence. Là, elle a mis un petit focus. Les mineurs de moins de 15 ans doivent faire l'objet d'une vigilance plus importante, notamment liée aux violences sexuelles. En fait, dans sa pratique, et je pense qu'elle n'est pas la seule, euh, tous les mineurs de moins de 15 ans qui ont une activité sexuelle pénétrative avant 15 ans, en tout cas, la plupart de ceux qu'elle a rencontrés, au bout d'un moment, au fur et à mesure des entretiens, il y avait des antécédents de violence sexuelle. Donc, elle a vraiment, quand elle a une personne qui est mineure moins de 15 ans, hop, il y a un petit voyant qui s'allume et il y a une vigilance qui est accrue. Donc là, elle a repris des diapos d'une des formations du fil, parce qu'il y a le questionnement systématique, mais il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir récolter quand on est en entretien avec quelqu'un, dans tout ce qu'on va pouvoir dépister, dans les facteurs fragilisants, les facteurs déclenchants ou des conséquences qu'on pourrait déjà voir voilà, sur la personne qu'on reçoit. Donc, je ne sais pas si c'était dans le webinaire d'avant, je ne vais pas forcément, en tout cas, tout détailler, mais il y a le questionnement, mais il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir voir, tout ce qui va pouvoir nous être décrit, des troubles alimentaires, des problèmes gynécologiques, des problèmes d'estime de soi. Voilà, donc elle a remis la roue du pouvoir et du contrôle pour, remettre en évidence l'emprise, la fameuse emprise. Voilà, les objectifs lors de l'entretien psychosocial, c'est d'aider la personne à prendre conscience que la situation qu'elle vit comme quelque chose de bizarre, de pas comme chez les autres, ben, en fait, c'est peut-être pas seulement bizarre, c'est que c'est de la violence. Et souvent, le premier cheminement, ben, c'est cette prise de conscience-là. Et après, de pouvoir dire que la violence sexuelle subie, elle n'a jamais aucun impact, jamais, dans la poursuite de sa vie, que ce soit dans ses relations aux autres, ses relations amicales, sa scolarité ou sa vie professionnelle, sa vie affective, amoureuse, sa sexualité, sa santé mentale et sa santé tout court. Donc, on ne peut pas faire comme si cette violence n'avait pas existé et c'est absolument pas l'idée de l'entretien puisqu'elle a été ou elle est encore là. C'est de travailler, d'expliquer, comme tu disais, ce qu'est le psychotraumatisme et les symptômes que ça peut avoir et que bah non, c'est pas de la folie ou bah, c'est une réaction du corps et on explique hein, l'amygdale, l'hippocampe et les processus quand on les a compris. Donc, considérer le psychotraumatisme éventuel et l'expliquer, reconnaître la violence subie et soutenir la personne pour essayer de faire en sorte, l'objectif principal, c'est que cette violence ait le moins d'impact possible pour la poursuite de sa vie. On propose un accompagnement qui vise à aider les jeunes à prendre conscience de l'emprise dans laquelle elles se trouvent afin de progressivement en sortir à leur propre rythme, donc chacun a sa temporalité. Accompagner, c'est aussi accompagner dans le choix quel qu'il soit et même si c'est pas ce que nous, on aurait fait ou ce que nous, on aurait imaginé, c'est le choix de la personne qu'on a en face de nous. Il semble important aussi de verbaliser et d'anticiper les possibles allers-retours. Si à un moment donné, tu viens plus parce que pour des raisons personnelles, parce que, bah, il y a pas de souci, moi je serai là et puis si à un moment donné tu reviens, il y aura pas de problème. Donc on peut verbaliser et anticiper, hein, une éventuelle culpabilité. Tu pourras toujours revenir. La porte sera toujours ouverte. Parler de la prostitution à l'aide de questions ouvertes et sans forcément, la nommer. Donc voilà, pour pas être jugeant, pour pas faire l'interrogatoire de police, pour pas braquer, pour, trouver une façon, voilà, d'avoir un lien et de pouvoir avoir certaines réponses. Écouter sans juger, et dire ses inquiétudes, c'est-à-dire être authentique. Quand on est inquiète et ça se voit de toute façon. Donc on peut dire: «Bah, là, avec ce que tu me dis, je suis très inquiète pour toi». Alors le réseau, bah, c'est très important.
Ça permet de proposer un accompagnement pluridisciplinaire, global et on espère complémentaire. Et ça permet aussi d'être tous ensemble vigilants sur différents points. Alors, les sites et les applications. Là, on a refait une petite liste. Donc, l'application Omegle, OnlyFans, les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, les sites de chat, donc Coco, Roomco et Tumblr, donc le journal intime en ligne. Donc là, on en reparle juste après, hein. L'intimité et le côté public, c'est antinomique. Ce qui est intime est privé et ce qui est privé ne se partage pas. Donc là, c'est déjà très délicat. On peut être vigilant aussi sur des lieux de sortie communs. Si on voit que c'est souvent le même nom d'une boîte de nuit ou un endroit qui revient souvent, c'est des choses qu'on peut partager pour dire, mais là, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à ces endroits-là? Et là, le dernier item, parfois, on peut aussi avoir des signaux. On constate très régulièrement qu'on peut recevoir des jeunes qui peuvent être très négligés par moment. Voilà, donc qui se lavent plus ou voilà, des cheveux complètement devant le visage qu'on voit pas. Et puis la même personne peut être très très apprêtée, très 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 maquillée, donc le full face, voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qui prises toutes seules, voilà, ça. Mais sur un faisceau de plein d'autres indicateurs, voilà, c'est des choses après où on peut partager nos inquiétudes et monter un peu le niveau de vigilance. Ensuite, travailler en réseau, ça permet de partager nos hypothèses et nos réflexions. Alors, dans ce qu'on constate quasi systématiquement, c'est que ces jeunes qu'on rencontre ont une estime d'eux-mêmes qui est extrêmement faible, voire inexistante. Voilà, et certaines n'ont aucun souvenir de la dernière fois qu'on leur a fait un compliment ou qu'on leur a apporté une attention. Comme je le disais dans la diapo d'avant, la notion d'intimité est très floue. Ce qui est intime ne se partage pas et doit rester privé. Si on a un journal intime sur une page publique, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette frontière-là, elle est pas au bon endroit ou elle n'existe pas. Il y a peu ou pas de représentation de ce que pourrait être une relation non toxique. Donc, elle a dit relation non toxique parce qu'elle ne voulait pas mettre relation saine. Parce qu'une relation saine, je ne sais pas ce que c'est et comment je définirais ça. Une relation non toxique, c'est plus facile à définir. Elle a mis aussi, il y a une gradation de l'affection. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, il y a tout un process. On se présente, on se noue petit à petit et on va vers quelque chose ou pas. Bah là, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas ce gradient. Donc là, elle a noté trois extraits d'entretien qu'elle a eus. Donc j'ai commencé les nudes à 13 ans, c'était pendant le confinement. J'avais des complexes sur mon corps et on m'a fait des compliments. Donc ça, quand l'estime de soi est très très basse, bah, c'est assez facile de complimenter, de dire mais je te vois tel que tu es pleine de qualités. Et déjà, hop, on prend attache, on l'attache. J'ai fait des connaissances via mon compte public de Snapchat. Je me sentais pas bien dans ma peau. Au bout d'un moment, les personnes me demandaient à quoi je ressemble et j'ai envoyé des photos. Puis les personnes m'ont demandé d'envoyer des photos de moi toute nue. Ça m'a fait bizarre, mais je l'ai fait. En retour, j'ai eu des compliments et il y a une partie de moi à qui ça a fait du bien. Donc, un peu le même processus. Et là, pour montrer un petit peu l'absence de gradation dans l'affection et dans la façon dont on entre en relation, il venait d'arriver au foyer et le soir, je lui ai demandé s'il voulait une fellation. Voilà. Donc, partager nos hypothèses ou nos réflexions. Il y a une banalisation de la prostitution. Alors là, elle a mis comme exemple le money slave sur X. On note aussi très fréquemment la consommation de stupéfiants. Voilà, on s'approche de la fin. Donc là, c'est des diapos qui sont très importantes et qui nous tiennent à cœur. La prostitution des mineurs, c'est une violence sexuelle. Donc il nous a semblé important de faire un rappel à la loi. L'article 434-3 du code pénal stipule que toute personne qui a connaissance d'abus de nature sexuelle à l'égard d'un mineur doit faire un signalement aux autorités.
La non-dénonciation est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende et est porté à 5 ans et 75 000 € d'amende quand l'infraction est commise sur un mineur de moins de 15 ans. Voilà, donc il n'y a pas de si, c'est toute personne qui a connaissance d'abus doit faire un signalement aux autorités. La loi punit les violences sexuelles suivantes sur les mineurs: proposition sexuelle, corruption de mineurs, agression sexuelle, atteinte sexuelle au sens. Donc là, c'est le terme un peu générique, le viol, la sextorsion et le recours à un ou une mineure qui se prostitue. Donc, on le rappelle, il y a une obligation de signalement. Et le signalement, c'est un écrit professionnel à destination judiciaire quand il y a une suspicion d'agression sexuelle. Donc, ce n'est pas une IP ou une information préoccupante. L'information préoccupante, c'est quand on a des doutes, quand il y a un risque de danger. Ce n'est pas la même démarche. La loi du 21 avril 2021, qui a été promulguée pour améliorer la protection des enfants, c'est elle qui a créé des nouvelles infractions sexuelles, et qui, en outre, est venue marquer qu'aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans. Une personne de moins de 15 ans, elle est considérée comme ne pas avoir suffisamment de discernement pour pouvoir consentir de façon éclairée à un acte sexuel. Les amours adolescentes ne sont pas visées, donc il y a une clause dite Roméo et Juliette, bref, qui a été introduite pour préserver les relations sexuelles quand l'auteur et le mineur ont moins de 5 ans d'écart. Voilà, ça n'empêche pas que s'il y a un majeur et un mineur, les parents du mineur peuvent quand même se mobiliser contre le majeur qui sera en relation avec leur enfant. Cette clause ne vaut bien évidemment pas en cas d'inceste, quand la relation n'est pas consentie ou quand elle intervient dans le cadre de la prostitution. Voilà, l'article 222-23 du Code pénal: tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Voilà, là c'est la dernière diapositive. On est allé regarder les conclusions de la Civise, donc la Civise numéro 1, qui malheureusement n'a pas été prolongée. Donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Voilà, on a mis très rapidement, voilà, les enfants qui s'étaient confiés à des professionnels n'ont pas tous été protégés. Et là, on se demande tous pourquoi. Bon, il y a des chiffres précis dans le rapport, hein, c'est 58% des enfants qui ont parlé à des professionnels, ils n'ont pas été protégés. Donc quasiment 6 enfants sur 10. Et par des professionnels. Donc, il faudrait qu'on change de culture, il faudrait qu'on croie les enfants et qu'on les protège. Il faudrait qu'on questionne systématiquement, qu'on signale systématiquement et qu'on soit tous formés et qu'on connaisse les problématiques liées au psychotraumatisme, le processus et les conséquences. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie Combec et merci aussi à Julia Hall qui a fait sa présentation juste avant. Peut-être on peut faire un temps de questions. Il y a des questions dans le chat, donc je peux vous les poser et après voir si c'est vous qui vous sentez le plus à même de répondre ou peut-être les intervenantes qui vont faire leur présentation juste après. Donc quelqu'un nous dit dans le chat: bonjour, comment mobiliser une jeune alors que sa réalité est tout autre? Revendique que la protection de l'enfance n'a pas lieu d'être. Elle dit être libre de faire ce qu'elle veut de son corps, qu'elle gagne assez d'argent pour vivre la vie qu'elle veut, son plan de carrière. Modèle Zaya, prostituée qui a réussi, partir à l'étranger, Dubaï, etc. Déni total d'une quelconque mise en danger. Nous nous mobilisons auprès des services de police, gendarmerie, parquet. Il ne se passe strictement rien. La jeune revient de temps en temps afin que la déclaration de disparition inquiétante soit levée pour ensuite repartir. Et ensuite, la personne dit: que font les politiques? Voilà, je ne sais pas qui se sent le plus à même d'intervenir sur cette question.
Oui, c'est ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces jeunes, et là, de ces jeunes filles qui sont sous l'emprise aussi, qui sont sous l'emprise d'un réseau, qui sont aussi, sous l'emprise d'influenceurs, de réseaux sociaux et cetera. Et effectivement, l'affaire Zaya a eu un gros impact, pour une partie des jeunes puisque, quand on voit aujourd'hui que, elle est comédienne, elle a une boutique, elle a beaucoup d'argent et elle a eu une ascension sociale importante. Je rappelle juste l'histoire, hein, Zaya, mineure en prostitution, et les acheteurs du corps de Zaya, c'était des footballeurs hyper connus. Il y a eu un non-lieu au procès, il y avait la loi de 2021 qui disait qu'elle ne pouvait pas consentir. Et du coup, il y a eu aussi quand même une médiatisation et beaucoup d'argent qui ont circulé pour Zaya. Voilà. Et donc, c'est vrai que certains jeunes pensent que la prostitution peut permettre d'accéder à une ascension sociale. Mais pour autant, nous, on va dire que la moitié des jeunes accompagnés par le fil sont dans cette idée-là. Et en même temps, ce qui est intéressant, quand j'entends le témoignage que vous partagez, c'est qu'elle revient. Et elle revient pas pour rien, en fait. Elle revient pas juste pour lever sa fugue, la disparition est inquiétante. Elle vient nous tester. C'est là où Julia et Aurélie parlaient du fait que la posture la plus importante quand on accueille des mineurs victimes de violences sexuelles, victimes de prostitution, c'est elles reviennent, je vous assure qu'elles reviennent pratiquement toutes. Et elles viennent tester aussi l'accueil. Comment on va les accueillir? Est-ce qu'on va les juger? Est-ce qu'on va leur reprocher? Est-ce qu'on va les responsabiliser dans cette situation-là? Et on sait que quand cet accueil-là, il est bienveillant, qu'on leur dit qu'on est vraiment content de les retrouver, qu'on a eu peur pour elles, qu'on peut verbaliser peut-être ce qui s'est passé, eh bien, elles vont revenir de plus en plus souvent. Elles viennent tester le lien. Elles viennent nous dire, je suis là, je vais pas bien, j'arrive pas à vous le dire, mais je reviens quand même. Contrairement à l'emprise du système prostitutionnel, c'est-à-dire des proxénètes, etc., qui vont dire, tu vas voir, tu vas revenir, tu n'auras plus ta place au foyer, vas-y, va parler, on va pas te croire, etc. Et du coup, c'est comment nous, professionnels, on contrebalance ça, parce que ça, elles le vivent. Parce que ça, elles le vivent à des moments donnés, quand elles sont parties en fugue trop longtemps, mais du coup, elles reviennent, effectivement, elles n'ont plus la place au foyer. Quand elles ont tenté de parler, on les a pas crues parce qu'elles étaient dissociées, qu'elles parlaient sans émotion, elles oubliaient des détails en plus. Donc, elle est en train de nous mentir. Et ça, elle l'éprouve, je vous assure, dans plein d'endroits. Donc, on tente d'inverser le processus si on veut accueillir ces mineurs et les aider à sortir, à s'émanciper de ces violences-là, mais d'avoir toujours cet accueil bienveillant et non jugeant. C'est le plus dur parce que ça nous rend impuissants, ça nous met en colère, on a peur. Moi, ma hantise, c'est d'apprendre par un journal, d'apprendre par des collègues, hein. Eh ben, cette jeune, elle est décédée en fait. Elle a été assassinée par un client, elle a été assassinée par un proxénète. Il y a eu les produits, les stupéfiants qui ont été pris. Ben, il y a eu l'overdose parce que ces jeunes, elles peuvent avoir 12 ans, 13 ans, elles pèsent 28 kilos, etc. Mais malgré tout, on ne pourra pas les sauver à leur place. C'est ça qui est compliqué. Ça reste des êtres humains avec des choix et des prises de décision. Donc, c'est comment on les accompagne sur ça. Et après, pour être un peu plus optimiste, ça peut fonctionner même certaines jeunes, je vous assure, on les a suivis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On se disait, oh là 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 là, on n'y arrive pas. Et puis, il y a un déclic. Et le jour où il y a le déclic, ben, on est là. Et elles savent qu'on est là parce qu'on les a jamais jugées et ce jour-là, elles prennent. Et il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui se sont émancipés du système prostitutionnel. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Est-ce que une de vous veut ajouter quelque chose? Oui, peut-être, il me semble qu'il parlait aussi, peut-être la personne de la question de la temporalité. Ben, revenir aussi là-dessus. J'ajouterais à ce que dit Claire que que peut-être que nous, on a l'impression qu'il se passe rien, mais ça veut pas dire qu'il se passe rien, en fait, et que, être soutenu par nos collègues, être soutenu, par, toutes les personnes qui peuvent être ressources autour de nous, avec qui on se sent suffisamment à l'aise
échanger sur, nous, comment on se sent, que ce soit par, de l'analyse des pratiques professionnelles ou de la supervision quand il peut y en avoir aussi. Toutes ces choses-là, en tant que professionnels, peuvent aussi nous soutenir et permettre de gérer, temporiser, contenir l'impuissance et toutes les émotions associées qu'on peut ressentir pour, garder en tête que voilà, il s'agit aussi d'une différence de temporalité et que c'est pas évident, mais que c'est normal. Merci. Donc il y a une deuxième question qui dit: «Existe-t-il des dispositifs en France pour les jeunes victimes de prostitution qui ne souhaitent pas être accompagnées et qui restent sous l'emprise du réseau? Si oui, lesquels et où?» Et ensuite la personne précise: je ne parle pas forcément des majeurs et ce n'est pas spécifiquement lié à la santé, mais sur un accompagnement global». Comme vous Alors, du coup, je vais spolier le webinaire, numéro 3 un tout petit peu puisque c'est l'objectif. Nous allons avoir des associations nationales qui vont nous présenter justement les dispositifs spécifiques d'accompagnement des mineurs en risque et en situation de prostitution. Actuellement, il en existe très peu. Il y a des associations comme la nôtre, hein, où on est, des dispositifs spécifiques mais sans hébergement et c'est pour ça qu'on travaille, de façon étroite. Ophélie, en parlera tout à l'heure, mais avec les maisons d'enfants à caractère social, avec les foyers, puisque de toute façon, même si on avait des places fléchées chez nous, il y en aurait jamais assez déjà et le but, c'est pas non plus de les stigmatiser, de les mettre toujours toutes au même endroit et cetera. Mais il existe, 2 expérimentations en France, 2 lieux qui accueillent spécifiquement ces mineurs-là. Par contre, quand elles sont sous l'emprise du réseau, va pas forcément être associée, la question de l'hébergement puisque, risque que le proxénète, le réseau vienne dans le lieu d'hébergement et mette à mal les autres jeunes qui sont, potentiellement là pour être protégés. Mais il y a ce qu'on appelle du milieu ouvert. Dans chaque département, quand même, il y a des associations qui se spécialisent de plus en plus sur ce sujet-là pour accompagner les jeunes. peut-être comme la personne parlait de si une jeune qui ne souhaite pas être accompagnée, peut-être, je sais pas, revenir, là-dessus, quelles sont peut-être vos méthodes? Vous parliez tout à l'heure d'avant tout essayer de garder le lien. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses par rapport à ça peut-être? Mais l'histoire du lien, c'est le primordial. Après, si elle souhaite pas accompagner, c'est peut-être qu'on lui propose pas le bon accompagnement. Si elle vient nous voir, c'est à nous peut-être de lui demander: «Comment je peux t'aider? Comment moi je peux t'accompagner?» Et ça, c'est hyper important, remettre au centre la personne parce qu'elle refuse un accompagnement. Après, nous, on va par exemple, on est très en lien, en permanence, avec eux, avec elles aussi sur les réseaux sociaux. On va utiliser aussi les outils que les jeunes utilisent. C'est-à-dire que maintenant, un jeune, maintenant, certaines jeunes, c'est très rare qu'elles appellent pour demander un rendez-vous. Par contre, on est connecté sur Snap, 3 messages et à travers Snap, on recrée du lien et on peut, faire une forme d'accompagnement à travers ces messageries, instantanées avec, effectivement de notre côté, l'objectif que le jour où elle se sent, elle a pas à tout recommencer, elle a eu les infos, elle sait qui sont les professionnels qui pourront la soutenir le jour, où elle sera prête. Alors, il y a d'autres questions en ligne, mais peut-être qu'on peut, vous laisser la parole et puis on verra par la suite, parce que je pense qu'il y a des questions auxquelles vous allez peut-être répondre, avec vos présentations. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ophélie Ruyant, je suis chef de service, sur la maison d'enfants Marie Kézergue sur Montpellier. Donc moi, je suis responsable de 2 unités éducatives, 2 villas. Vous entendez pas? Ah OK, ouais, c'est vrai que j'ai une voix assez faible. Donc 2 villas éducatives, donc on accueille, sur chaque villa 5 jeunes et on accompagne également 3 jeunes en studio. Bon ça, c'est les unités dont j'ai la responsabilité, mais la maison d'enfants, elle accueille 130 jeunes en tout. La moyenne d'âge, c'est 17 ans et demi. Moi, je vais être plus à même du coup de parler des jeunes qui sont en collectif, et qui sont voilà, qui sont prises dans le système prostitutionnel. Mais voilà, sur la maison d'enfants, effectivement, on a plusieurs cas, de prostitution, que ce soit occasionnel ou que ce soit en réseau. Hem, on a forcément
là, on accueille on est un établissement généraliste, donc moi je tiens à le préciser parce que on a abordé hein, le sujet d'avoir un établissement spécifique qui accueillerait des jeunes filles de prostitution. On y reviendra, je pense, sur la fin. Nous, c'est généraliste de la protection de l'enfance. Notre seule spécificité, c'est qu'on est plutôt sur des ados, voire grands adolescents majeurs. Donc, on accueille des enfants qui forcément ont des signes de vulnérabilité, donc qui constituent un terrain propice à la prostitution. On ne fait pas de chiffres sur ça, mais je peux témoigner qu'on est à quasiment 100% en tout cas des jeunes filles qu'on accueille qui ont subi dans leur vie à un moment donné des violences sexuelles ou physiques. Voilà, donc forcément, le terrain il y est, quoi. Je ne sais pas si le nombre de cas est en augmentation. On a cette impression-là, en tout cas, nous, sur les services. Après, peut-être aussi qu'on est plus familiarisé, qu'on les repère mieux et aussi qu'on en parle plus. Moi, depuis, en tout cas, que je suis sur la maison d'enfants, je trouve que voilà, on prend pas du tout le sujet on n'accompagne pas du tout de la même manière les jeunes filles qu'il y a 5 ans quand je suis arrivée et le sujet est abordé, le sujet est parlé et ça, c'est déjà l'essentiel. Je ne vais pas revenir sur le repérage parce que je pense que ça a été beaucoup vu dans le premier webinaire et puis Claire, voilà, le présente, plus que bien. Nous, la première chose qu'on va faire, du coup, une fois qu'on a repéré, c'est protéger et c'est protéger par un signalement. Donc ça, de toute façon, la loi nous le dit, et nous, on le fait maintenant, en tout cas, de manière systématique et on va aussi en informer, la jeune fille. Je parle plus de jeunes filles parce qu'on est plus confronté à des jeunes filles, hein, mais voilà, ça peut aussi être des jeunes hommes. Mais donc le signalement, nous, il est systématique, et moi, je prends le soin, en tout cas, d'indiquer à la jeune que je reçois que je signale et que ça fait partie du cadre de la protection et que je suis dans l'obligation de le faire. Je lui fais un rappel à la loi aussi. C'est pas forcément mal pris, c'est pas mal vécu, en fait. Enfin, en tout cas, moi, dans les situations dans lesquelles j'ai été, j'ai jamais eu, voilà, de colère ni rien, voilà, derrière ces signalements. Et dans la protection, on les accompagne aussi à tout ce qui est dépôt de plainte, hein. On sait que, voilà, elles ont subi beaucoup de choses et certaines jeunes n'ont jamais eu de suite. Enfin, voilà, elles ont jamais été accompagnées par les adultes de leur entourage à déposer plainte. Donc ça a toujours été: «Ah bah, désolé, tu as subi ça. Ah bah, voilà». Mais voilà, il y a pas eu de prise en compte, et le dépôt de plainte, c'est aussi la prise en compte de leurs paroles et ça, c'est primordial. Hem Travailler avec des jeunes qui sont en situation de prostitution, c'est travailler avec l'absence, en tout cas au début. Donc on en a beaucoup parlé. On travaille avec la fugue. Je peux témoigner de situations où, on accueille une jeune au mois de mai et puis on la voit pas pendant 2-3 mois sur l'été et ça, c'est difficile, ça pose beaucoup de questions, à tout le monde, à l'équipe, à la direction et cetera. Mais il faut tenir et nous, on tient maintenant, en tout cas, on ne l'a pas fait auparavant, mais on tient tant qu'on a des messages, en fait et on continue à garder du lien, donc on insiste beaucoup là-dessus, mais parce que c'est l'essentiel. Donc s'il y a un SMS, s'il y a une réponse à un appel, on tient et on garde la place de la jeune, sur l'unité et ça, c'est vraiment très, très important. Sur ce même témoignage, je pense toujours à cette jeune fille, mais on l'a pas vue de l'été. Nous, on a fermé l'unité pendant 3 semaines. On lui a dit qu'on fermait et on lui a prévu une place sur une autre unité en lui disant: «Voilà, nous, on n'est pas là, mais par contre, appelle, tu pourras appeler». Elle l'a fait, en fait et pendant les 3 semaines, effectivement, elle a appelé donc c'est voilà, je pense qu'aussi moi aussi, je le prends comme, elle est venue vérifier ce qu'on a pu lui dire, en tout cas. Donc on travaille avec ça, on travaille avec les fugues et les retours de fugue, effectivement, c'est toujours important voilà, de pas être dans le jugement, de lui créer un accueil, ouais, de lui signifier notre inquiétude, ça a déjà été dit. Mais voilà, c'est vraiment ça, faut accepter les allers-retours, faut accepter qu'elle revienne et puis elle va revenir 2 mois, 3 mois et puis elle va repartir. Mais voilà, c'est pas grave, il faut continuer. Il y aura toujours un moment où elle va se poser, en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il va arriver. Donc, faut accepter qu'il y a un rythme qui soit propre à chaque jeune. Il y a des jeunes pour qui ça a été assez rapide, d'autres, effectivement, ça a mis 4 ans. Mais voilà, c'est le temps qu'elle prenne conscience de ce qui se passe pour elle. Tout ça, voilà, c'est les sécuriser, sécuriser le lien. Nous, ce qu'on remarque, en tout cas, c'est les situations où ça fonctionne le mieux. C'est quand on est tous là, tout le temps.
Donc, que ce soit la psychologue du service, que ce soit l'éducatrice référente ASE, que ce soit les éducateurs, la chef de service, la famille aussi. Voilà, quand elle peut, quand elle est au courant de la situation et qu'elle peut encore être là et accepter peut-être d'accueillir sa fille sur le week-end, etc. C'est les situations où ça marche le mieux, c'est quand personne n'a lâché. Donc voilà, j'avais dit donc c'est pour sécuriser la jeune, c'est voilà, c'est de l'accueil inconditionnel, c'est répondre aux petites demandes aussi. Elle est pas là souvent, mais quand elle fait une demande et ben, c'est y répondre en fait. C'est des jeunes filles qui ont pas eu, qui ont pas confiance en l'adulte, qui quand elles ont eu des besoins, on n'y a pas répondu, mais nous sur des petits trucs anecdotiques, si on répond et si on répond à chaque fois, c'est comme ça et c'est au fur et à mesure et c'est avec le temps, petit à petit, que ça va se faire et que notre équipe et notre lieu d'accueil va être repéré comme un lieu sécure, accueillant et bienveillant. On a beaucoup abordé, je pense, enfin, la question de la communication, du non-jugement, de comment on parle de ce sujet-là avec elle. Bon, ça, c'est primordial. C'est pas toujours évident, hein. C'est là où ça demande beaucoup de formation, moi, je trouve, des professionnels aussi. C'est qu'on est vite au début, on est en tout cas très, très décontenancé par ces situations, de voir une jeune fille, voilà, sortir, avec des tenues très sexualisées et cetera. Donc, on peut facilement, hein, se laisser porter par le jugement et c'est pour ça que c'est important de communiquer en équipe, de déconstruire un petit peu, en tout cas, c'est voilà, les jugements qu'on pourrait avoir, les a priori et cetera et surtout les corps de métier, en fait. Je pense notamment aux surveillants de nuit, qui sont seuls et pour qui c'est compliqué, hein, voilà, de voir ces jeunes filles sortir comme ça. En leur ouvrant la porte, ils ont l'impression de cautionner, en fait et de les y envoyer et ils peuvent dire que vraiment c'est compliqué pour eux, quoi. Donc voilà, si on peut avoir un maximum d'équipes formées à ça, où le sujet, en tout cas, a été un peu décortiqué, ça permet de créer une culture commune et pour moi, dans un établissement, c'est ça qui est important aussi. Donc on n'est pas tous formés, nous, au sein de la maison d'enfants, mais on a de plus en plus de professionnels qui le sont et voilà, on sent bien qu'au sein d'une unité, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient déconstruit ce sujet-là pour eux-mêmes, et qui vont du coup pouvoir, mieux accompagner les jeunes. Le sujet, je reviens du coup sur la communication, il doit être abordé avec la jeune fille parce que moi je trouve qu'à un moment voilà, il faut que ça soit dit. On pense que, on sait que et pour autant on sera toujours là. Donc les mots doivent être dits. Par contre, à un moment, il faut savoir se taire. Donc, c'est arrêter de parler de ce sujet-là aussi. Une fois qu'il est dit, elle sait qu'on sait. OK, on en a parlé, mais on n'a pas besoin de revenir sur le sujet tout le temps. Je sais qu'il y a des jeunes qui ont pu aussi être un peu fatigués de ça et qu'on les laisse, en tout cas, dans cette image-là et si on veut les aider, en tout cas, à sortir, ça commence par à sortir de la prostitution. Il faut, nous aussi, voir autre chose d'elles que ça. Donc, il faut vraiment, voilà, leur parler d'autres choses, de leur autre sujet de préoccupation, d'intérêt, et cetera. Donc j'ai déjà parlé au niveau de la communication, de les informer des démarches qu'on entreprend pour elles, hein, qu'on informe leurs parents aussi, hein. Quand elles sont mineures aussi, voilà, on doit communiquer avec leurs parents et on travaille avec eux. Pour les parents, peut-être qu'on en parlera aussi plus avec toi, Claire, juste derrière. Voilà, et le lien, oui, avec les différents acteurs, c'est la clé de la réussite. C'est ce que je m'étais noté. Après, c'est Julia, tu as beaucoup parlé de ça aussi, sur la temporalité et où on a des difficultés sur l'insertion, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas le moment, il faut être patient. Et nous, on va beaucoup axer au départ plus sur du soin. Donc sur le corps, sur la réappropriation, ça va être des petites choses, ça va être voilà, des petits soins de cheveux, du visage. C'est vrai qu'on a des jeunes filles voilà, que ça a été décrit aussi, hein, des fois dans des états physiques catastrophiques, hein, sur la villa, elles peuvent se laisser complètement aller, elles sont sales, enfin, leur chambre est dans un état pas possible. Et on sait, enfin voilà, on sait que voilà, que c'est aussi le reflet de leur état mental. Mais du coup, c'est petit à petit, au début, on va créer beaucoup de quotidien. En fait, on va essayer de leur créer un cocon, donc qu'elles se réapproprient leur corps. C'est se faire à manger, c'est voilà, cuisiner, mais ça va beaucoup être, sur l'unité et quand je parle de soins, c'est aussi du soin thérapeutique. Alors c'est pas évident au début d'avoir l'adhésion, pas toujours en tout cas, mais c'est pareil, les psys qui lâchent pas, ça fonctionne. On va des fois s'appuyer sur un bilan.
quand c'est possible. Ça va être selon leur moment aussi. Si elles sont dans un moment psychique où c'est très compliqué, on va pas y arriver, on va voir. On va accepter aussi que le bilan, il se fasse en plusieurs étapes, les bilans psychométriques. Mais ça va nous aider aussi et ça va les aider, elles, à voir leurs compétences. Dire, OK, ça, je sais faire et ça, je sais pas. Et c'est aussi le moment où ça a déjà été dit, mais on leur explique pourquoi. Et je reviens à ce que tu as dit, Julia, de dire, il y en a qui pensent qu'elles sont folles, en fait. Et ce moment du bilan, c'est leur expliquer que si elles fonctionnent comme ça, c'est voilà, c'est à cause du psychotrauma et que c'est pas qu'elles sont folles, etc. Et donc, oui, ne pas aller trop, trop vite vers l'insertion, attendre qu'elle soit posée et s'assurer de leur bien-être avant toute chose, quoi. Une fois qu'on sent que c'est bon, là, voilà, là, on peut entamer des démarches et c'est petit à petit. Et c'est vrai que là, je peux témoigner de belles réussites, voilà, de jeunes filles qui s'en sont, voilà, une en tout cas en particulier, qui s'en est sortie, qui est en BTS et qui, voilà, qui tient son BTS en alternance de manière incroyable. Et voilà, c'est ces victoires aussi qui confortent une équipe dans le fait que c'est possible. Donc, vraiment, je les remercie parce qu'ils ont bien bossé et je pense qu'ils seraient en capacité, du fait d'avoir vu voilà, une réussite et une jeune qui s'en sort, de pouvoir réaccueillir d'autres jeunes filles de ce type et d'accepter, d'être patient en tout cas, et que ça prend du temps. Donc au niveau institutionnel, je pense que du coup je l'ai abordé. Donc créer une culture commune pour moi c'est primordial et ça passe aussi par les documents de l'institution. C'est comment on l'inscrit dans notre projet d'établissement, comment dans les documents un peu partout. Nous on parle de ce sujet-là, de la vision qu'on a. Les nouveaux professionnels qui arrivent, qui n'ont pas pu être formés, s'ils voient que ce sujet en tout cas il est abordé, on peut en parler. Et c'est quoi la vision de l'établissement? Moi ça me paraît vraiment très très important. Est-ce qu'on parle du lien avec les familles peut-être avant les projets futurs? Moi, j'ai pas, enfin, nous, c'est bon, c'est pas toujours évident, mais on n'a pas, j'ai pas beaucoup d'exemples de familles qui ont été dans le rejet total. Donc, on était plutôt avec des familles qui je- pas, n'acceptaient pas, mais étaient un peu perdues en fait, quoi, ne savaient pas trop quoi faire et n'étaient pas si étonnées que ça. Donc, c'était pas non plus des surprises. Mais voilà, en tout cas, on leur a toujours conseillé de continuer à accueillir voilà, leurs filles chez eux. Et éventuellement, on les a orientés aussi vers l'Amicale Unie et le fil pour pouvoir, voilà, pour pouvoir parler de ce sujet et eux aussi se faire un avis sur la question et savoir voilà, comment gérer tout ça, quoi. Tu veux que je complète? Ouais. Oui, pour compléter par rapport aux familles de ces jeunes-là, on l'avait vu au premier webinaire, hein, mais la majorité des jeunes en situation de prostitution avaient d'énormes facteurs fragilisants et notamment des violences intrafamiliales. 50% d'entre eux et d'entre elles avaient vécu de l'inceste, 80% d'entre eux ont vécu des violences sexuelles. Je le redis parce que c'est important, c'est pour ça aussi que cet accompagnement, il est long, il prend du temps, etc. Et du coup, on a repéré, on va dire, 3 grandes familles de familles. Une partie de ces enfants, certaines, on va pas réussir à travailler avec la famille puisque la famille a participé à la violence sur leur enfant, continue à participer et peut même être proxénète, utiliser leur enfant. Le proxénète, c'est pas le mafieux dans la rue avec la chaîne en or qui brille, hein. Le proxénète, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un parent, ça peut être un jeune, ça peut être une personne plus âgée. Enfin, voilà. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, et notamment pour les enfants de moins de 13 ans. Puisqu'on l'avait vu la dernière fois, hein, on accueille des enfants de 11, 12, 13 ans qui sont exploités sexuellement dans la prostitution. Pour ces enfants-là, une grande majorité de ces enfants-là, c'était la famille. C'est la famille qui a participé à la prostitution. Donc là, le travail va être aussi que avec l'enfant, ben, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même de la trahison, hein. On a beau avoir des parents maltraitants identifiés, il y a malgré tout une relation, un affect, etc. Et du coup, là, nous, on a pris le parti, en tout cas avec les jeunes qu'on accompagne, quand on identifie que c'est les parents qui sont proxénètes, entre guillemets, ben, on n'accompagne que le jeune ou la jeune. Et on voit avec d'autres partenaires pour les parents.
Il et elle a besoin de cet espace-là, etc. Après, vous avez à l'opposé les parents qui sont pas du tout connus, enfin, les enfants sont pas du tout connus de professionnels de l'enfance, etc., qui commencent à avoir des indicateurs. Leur fille, elle commence à sortir et le parent qui prend le téléphone, qui tombe sur des photos, des nudes, des tarifications, etc. Et ces parents-là, des fois, vont appeler nos assos. Ils sont dans un état un peu comme les professionnels, de sidération, de sentiment d'impuissance et d'une énorme culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon enfant est dans cette situation-là? Et là, le travail va être aussi d'expliquer à ces personnes, à ces familles, souvent c'est les mamans qui nous contactent, qu'il y a tout un système d'organisation autour, qu'il y a une emprise, que leur fille ou leur fils n'est pas en mode c'est cool la prostitution. Enfin, voilà. Et ça, on va travailler avec les parents sur ça. Moi, je me rappelle d'une maman que j'ai accompagnée, que j'ai vue plusieurs fois, qui explique qu'elle a tout tenté. C'est-à-dire, la première fois, elle était sidérée. Mais du coup, elle a un peu insulté sa fille. Mais c'est pas possible, tu fais la pute, t'es qu'une pute, etc. Ben, l'enfant, il fait quoi? Pouf, elle repart, puisque dévalorisée par sa maman. Cette maman, elle s'est inscrite sur des faux sites de prostitution pour essayer de géolocaliser sa fille. Elle se retrouvait à Marseille dans un hôtel. Elle s'était fait passer pour un client pour pouvoir parler à sa fille. Enfin, il y a des parents enquêteurs aussi hein, qui sont là. Cette maman, à un moment donné, sidérée aussi, ne voulant plus que sa fille reparte, elle déconnecte son téléphone, elle lui prend son téléphone, elle l'enferme chez elle à clé. Son enfant se défenestre, ok? Elle est vivante, hein, mais elle s'est défenestrée. Et je trouve que ça fait le lien aussi avec les travailleurs sociaux. On ne peut pas enfermer les jeunes. On n'est pas des prisons dans les maisons d'enfants ou au foyer de l'enfance. Parce que des fois, la police ou la justice peut nous reprocher de nous dire oui, mais elle est repartie, c'est à cause de vous. Non, on n'est pas des prisons en fait. On accompagne des petits êtres humains. Euh, et en fait, ce qui est important avec une partie de ces parents-là, c'est justement la posture. J'avais accompagné cette maman dans la posture, qu'elle réaccueille sa fille, en fait. Et qu'elle lui dise, comme les professionnels ont fait, «Ah, je suis contente que tu sois là. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux pas en parler?» Et en fait, c'est cet accueil inconditionnel de sa maman qui a fait qu'à un moment donné, sa fille est plus revenue, a pu plus se poser, a accepté aussi. Sa maman était allée chercher toutes les aides possibles, inimaginables a commencé, la jeune à accepter, beh, de nous rencontrer, de discuter avec nous, enfin, voilà. Et du coup, la posture avec les parents sont importantes et souvent, quand les parents ont la bonne posture, honnêtement, c'est ce qui va faire clé, dans un déclic pour certains jeunes de sortie de prostitution. Parce qu'elles ont peur, bah, elles se sentent jugées, elles ont trahi, en fait. Elles ont trahi, leur famille, enfin, c'est comme ça qu'elles le disent et qu'elles le vivent, hein. Mais c'est vrai que cet accompagnement famille, il prend également du temps et il faut autant aider le ou la jeune que le parent à avoir la posture adaptée. Moi, je voulais juste revenir parce que c'était, et après on fera les questions, mais juste revenir parce que c'était une demande, du dernier webinaire et puis chacune d'entre nous, on a parlé, de ce fameux signalement et de l'obligation, de signaler. Les mineurs en prostitution sont considérés comme des enfants en danger et on leur doit protection, hein. Ça fait partie des violences sexuelles. Surtout que la prostitution, le danger, il peut être, ça peut être, excusez-moi, ça peut être, on sait que ça fait un moment qu'elle y est, mais quand elle y est toujours, le danger, il est toujours imminent, en fait. Donc voilà. Donc c'est un signalement au parquet, c'est pas une IP, comme le disait Aurélie, c'est un signalement au parquet. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ça qui est pas simple, parce que beaucoup de professionnels vont nous dire: «Bah oui, mais j'ai pas de preuves, je sais pas». Alors nous, les travailleurs sociaux, ou en tout cas les écoutants, les accompagnants, c'est pas notre boulot d'aller chercher des preuves. Par contre, on a des doutes, hein. On a des indicateurs. Ce qu'on a vu la dernière fois, beh, je vais les noter. Elle fugue beaucoup. Elle est allée à Marseille. Elle est allée à Avignon. Il y a une voiture, avec telle plaque d'immatriculation qui vient la chercher. Ce sont des adultes. Elle a beaucoup maigri. On est allé faire du dépistage. Alors, c'est du secret médical, mais on va indiquer que ce jeune, ben voilà, au niveau de sa santé sexuelle, il y a des conséquences. On a, je sais pas moi, on a fait une capture d'écran à un moment donné sur son téléphone. Mais tout ça, on va le nommer
dans le signalement. Nous, dans nos signalements, on parle déjà en objet, on met signalement pour enfants victimes de proxénétisme. C'est pas, on met pas suspicion de prostitution. Parce que suspicion, c'est suspecter. Suspecter, c'est responsabiliser la personne d'aller vers cet acte-là. Donc voilà, il y a des tics de langage qu'on a toutes et tous dans le social, mais et ne serait-ce que dans l'objet, nous, on rappelle la loi. Parce que tous les parquets sont toujours. Enfin voilà, on rappelle la loi sur la question de la prostitution, on décline évidemment l'identité. Qu'est-ce qui va faire aussi, qu'est-ce qui va permettre aussi l'enquête? Parce que on peut signaler, on est dans l'obligation de signaler que cette jeune, elle est en prostitution, elle est en danger, mais elle parlera pas. Elle dira rien, elle parlera pas et on n'a pas d'autres éléments. Mais là, effectivement, l'enquêteur, ça va être compliqué de diligenter une enquête. Il va recevoir la jeune fille, elle va être dans le déni, elle va être dans la colère ou elle va même pas venir. Voilà. Donc ça aussi, c'est important de le dire dans un signalement. Je vous signale cette situation, je n'ai pas plus d'éléments, mais cette jeune ne parlera pas peut-être. Par contre, des fois, on a d'autres éléments. On a cette fameuse plaque d'immatriculation. On donne les pseudo-Snap, les pseudo-Insta. On donne ses numéros de téléphone. Les jeunes en prostitution, en l'espace de 6 mois, vont avoir 12 numéros de téléphone différents, hein. Parce que les proxénètes vont aussi leur fournir des téléphones non traçables, etc., non géolocalisables. Donc, on va tenter de donner tous ces éléments-là pour permettre aussi une enquête. Quand on est travailleur social et qu'on fait un signalement, la première réaction, c'est bah, il ne se passe rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En plus, peut-être j'ai mis à mal le lien avec la jeune qui m'a dit non, mais je ne te parlerai plus jamais. Je t'avais dit que c'était un secret, même si on l'a prévenu, hein, qu'on est dans l'obligation pour la protéger. Euh, il ne se passe pas rien, mais c'est long. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire que nous, par exemple, il y a 4 ans, quand on a rencontré le parquet, où moi j'étais arrivée avec une liste en disant il y a 52 mineurs en danger en prostitution. Le procureur nous répond non. Donc je lui dis vous pensez que je vous mens? Il me répond non, je ne dis pas que vous mentez, je dis juste que je n'ai pas 52 signalements sur mon parquet, j'en ai 2. Donc on est reparti avec l'équipe, on est allé former et sensibiliser les professionnels à dire il faut signaler, il faut signaler, il faut signaler, il faut signaler. Là, l'année dernière, c'est le parquet qui nous appelle, l'association spécialisée, et qui nous dit «Ah, c'est une catastrophe, on a 72 signalements sur le bureau. Comment on fait pour travailler ensemble?» Et il commence à y avoir des enquêtes. Et on a dans notre département, et dans d'autres aussi, mais une substitut au proc qui est dédiée à recevoir ça. Donc elle peut faire des liens aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, la majorité des mineurs en prostitution sont dans des réseaux de proxénétisme. Et du coup, par exemple, nous, à force de rencontrer les mineurs, on s'aperçoit que 80% d'entre elles, elles se connaissent. Puis il y a le même nom qui ressort. Et puis il y a les mêmes quartiers qui ressortent, des lieux, etc., à identifier. Mais ça, après, les enquêteurs, ils peuvent en faire quelque chose, en fait. Donc voilà, donc c'était pour rappeler que ce signalement, il ne servait pas à rien, qu'il était difficile et important. Par contre, c'est pareil, hein, s'il y a une bonne posture à avoir par rapport au signalement, il faut en parler à la jeune ou au jeune, hein. Je vais écrire un signalement. Nous, dans la majorité des situations, à 99%, sauf si elles ont fugué et que vraiment on les voit plus du tout, on le lit avec elles. Alors des fois, elle l'attrape, elle le déchire, hein. On le lit avec elle aussi pour la préparer à la suite. Parce que signaler une enfant sans lui avoir dit, enfin, selon l'âge, hein, mais dans la situation d'exploitation sexuelle, sans lui avoir dit, là, elle va avoir un sentiment de trahison. Là, elle risque de plus jamais revenir nous voir, en fait. Et puis peut-être on la met en danger, parce qu'il faut préparer aussi, hein. Elles ont des proxénètes, hein. Elles sont certaines en danger de mort, hein. Donc c'est aussi préparer la jeune à peut-être se protéger. Elle a peut-être des stratégies auxquelles on n'a pas pensé, en fait. Donc voilà, et je vous assure qu'on n'a perdu aucune jeune fille et aucun lien après avoir fait un signalement. Alors elles nous en veulent, elles disparaissent pendant quelques semaines, elles veulent plus nous parler, elles nous bloquent sur Snap, Insta, et puis pouf, elles reviennent. Elles reviennent aussi parce qu'on lâche pas l'affaire, hein. Elles reviennent aussi parce que on est toujours en mode de relancer au bout d'un mois. Comment tu vas? Je m'inquiète pour toi, etc. Enfin, c'est ça aussi le lien, hein. C'est plutôt nous qui allons vers elles pendant longtemps que elles qui spontanément viennent vers nous. D'accord?
Et c'est pas, et ça reste pour moi de la libre adhésion. D'accord? On les force pas, on les menace pas. Mais en fait, il y a un adulte là qui quand même, ben, tous les mois pense à elle en fait. Même si elle est pas là, comme disait Ophélie, on travaille. Même quand elles sont pas là, c'est du travail en fait. On travaille dans la fugue, on travaille quand elles sont pas là. On travaille et on anticipe son retour si elle revient. Enfin, voilà, c'est important. Merci beaucoup à toutes les deux. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais parce qu'il y a une question qui demande si les comportements de prostitution sont répétés, à quelle fréquence faut-il alerter à nouveau le parquet? Ou peut-être si... Alors attends, la tournure de phrase. En tout cas, dès qu'on a un doute indicateur de prostitution, on signale au parquet. Et effectivement, quand elle revient, quand elle repart, on peut tenir au courant le parquet s'il y a des nouveaux éléments. Si par exemple, on sait que finalement, elle est partie à Perpignan ou elle est partie en Espagne, ben, on va donner les indicateurs. Là, c'est des compléments de signalement qui vont permettre surtout aux enquêteurs bah, d'avoir de plus en plus de matière. Merci. Ensuite, il y a une question qui demande l'obligation de signalement n'est que pour les mineurs et les jeunes majeurs. Alors, oui, l'obligation de signalement sur cette question-là, c'est pour les mineurs. C'est même pas pour les jeunes majeurs. Par contre, pour les majeurs, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, s'il y a des facteurs de vulnérabilité, on peut signaler. Facteur de vulnérabilité, c'est la personne, elle a une notification, adulte handicapé, elle est vulnérable, donc on peut signaler à sa place. Si, la personne, enfin là, du coup, une femme, elle est enceinte, donc elle est considérée comme vulnérable, donc on peut signaler même si elle est majeure. Mais sinon, on peut pas signaler la prostitution, des majeurs. Merci. Ensuite, une question qui demande comment expliquez-vous que l'écoute policière et judiciaire soit encore autant en retard par rapport à ce que la psychologie a démontré à propos des processus traumatiques? Est-ce que quelqu'un veut répondre de vous? Heu, ouais, le silence suffit peut-être, mais peut-être encore un manque de formation, peut-être encore on est dans une société où les représentations et les dominations, patriarcales sont toujours présentes. Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt puisque c'est des majorités de filles, ça vient toucher la sexualité, ça vient voilà, ça vient toucher plein de choses, donc peut-être que ça résiste. Et puis une autre hypothèse aussi, on demande à nos forces de l'ordre, quand même, beaucoup d'heures de travail, hein, beaucoup de enfin, c'est ce que nous disent, la police, le commissariat, en disant: ben voilà, par exemple, on passe beaucoup de temps à encadrer des manifestations, ça nous prend tous les week-ends et cetera. Pendant les JOP, bah, c'était un peu compliqué d'aller déposer plainte pendant les JO, puisque, la majorité des forces de l'ordre étaient en région parisienne. Et ils peuvent nous dire ça aussi, un manque de temps, des dossiers, des heures sup, voilà, ça peut être une explication. Mmh. Du coup, on a quelqu'un, une personne dans la salle, vous appelez? Oui. Donc Sylviane qui nous dit dans la salle qu'il y a de plus en plus aussi d'intervenantes et intervenants sociaux dans les commissariats et également des associations qui ont des permanences. Donc ça peut aussi être un bon soutien. Sachant que c'est pas pareil en fonction des territoires aussi. Donc malheureusement, il n'y a pas ça partout. Alors, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose déjà ou pas? Ok, je continue sur les questions alors. Du coup, c'est quelqu'un qui dit difficulté dans le cadre d'un foyer PJJ où l'on doit rappeler le cadre et où on ne peut pas complètement se réjouir du retour du jeune. Faut-il qu'une partie de l'équipe incarne le bon côté et d'autres le cadre ou faut-il réorienter le jeune vers l'ASE? Allez, les chefs de service de foyer. Alors, c'est pas PJJ, mais bah, enfin, il y a le rappel du cadre peut se faire de manière tout à fait bienveillante. Alors, je sais pas, vous avez peut-être sur ce foyer-là en PJJ, voilà, des règles spécifiques pour les retours des fugues, etc. Et bon, donc je les connais pas, alors je sais pas si ça peut être précisé, mais en tout cas,
Si vous voulez que la jeune, adhère à un moment et revienne, enfin, il faudra adapter, quoi. Il faudra quand même adapter ces règles-là alors j'ai conscience de la complexité sur un collectif, ça c'est sûr. Peut-être, je ne sais pas précisément si ce que je vais ajouter va faire sens ou pas, mais peut-être aussi qu'on pourrait imaginer que l'équipe puisse se positionner de manière très honnête et authentique face aux jeunes en expliquant que il y a une certaine forme de dichotomie entre le cadre et leur positionnement qu'ils aimeraient avoir, mais que les deux peuvent se faire si c'est expliqué effectivement de manière bienveillante et authentique, ça peut se faire. Alors, merci. Une autre remarque et question. Comment accompagner les jeunes lorsque l'on licencie 500 professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse cet été? Quand la vice-présidente de la Civis 2 est accusée d'agression sexuelle lors de l'exercice de sa profession, examen auprès de victimes de VSS en lui faisant revivre cette agression. Et ensuite, il y a une autre question, mais peut-être on peut commencer par ça, si quelqu'un veut réagir. Hem, Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est un constat? Le constat effectivement est que, plus on va licencier de professionnels, sur les dispositifs de la protection de l'enfance ou pas, plus on va mettre, à des têtes d'institutions, des personnes, pas adaptées, plus effectivement, ça va être, difficile, d'accompagner, des victimes, de violences, sexistes et sexuelles. Donc je partage, votre constat, qu'effectivement, c'est pas possible, d'accompagner s'il y a pas les accompagnants, en fait. Merci. Une autre question, comment accompagner les jeunes victimes de prostitution en gardant la centralité des personnes concernées, tout en signalant systématiquement aux autorités et garder le lien de confiance et la posture de non-jugement dont vous parliez? Alors la centralité. Comment accompagner les jeunes victimes de prostitution en gardant la centralité des personnes concernées? Enfin, c'est de prendre en compte les personnes concernées, tout en signalant systématiquement aux autorités et garder le lien de confiance et la posture de non-jugement dont vous parliez. Je vais reprendre tes propos, Julia. À partir du moment où on est authentique, sincère et transparent du pourquoi on le fait, et pourquoi je suis obligée de le faire. Oui, il peut y avoir des répercussions, mais ne rien faire, c'est, ne pas signaler, c'est banaliser la prostitution. Donc c'est soit dire à la jeune, ou au jeune: «Bah, tu te prostitues, bah, écoute, ça a l'air cool, hein». Soit, certains jeunes, vont pouvoir dire: «Bah, en fait, j'avais beau envoyer des indicateurs, montrer des signes, les professionnels autour de moi ne s'en saisissaient pas, ils n'en faisaient rien. Donc ils validaient soit ma prostitution, soit ils banalisaient, ma prostitution». Enfin, je pense que ce qui est important, vraiment, parce que ces jeunes, elles ont été trahis, ils ont été trahis dès souvent la petite enfance par des adultes proches. Ils continuent à être trahis par, les adultes du système prostitutionnel. Je crois qu'on leur doit, heu sincérité et authenticité. Peut-être elle s'en saisira pas là, mais peut-être plus tard, quoi. Merci, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Merci beaucoup Claire. Ensuite, une personne demande: «Travaillez-vous avec des associations communautaires et sinon pourquoi?» Donc peut-être vous en fonction de votre structure, peut-être vous pouvez, répondre? Sur mon territoire, non. Oui, ça dépend aussi des territoires, c'est sûr. Plutôt non, du coup? OK. On pourra en reparler plus tard si ça vous vient. Une personne qui demande bonjour, qui peut déposer plainte quand il s'agit d'un mineur si la famille ne le fait pas? Beh, tout On a- citoyen, en fait, peut signaler quand c'est un mineur. Quand c'est un majeur, non. Et quand c'est un mineur, tout citoyen peut signaler un enfant, en danger, en fait, donc pas forcément en allant déposer plainte et quoique, mais ça peut passer par le 119, ça peut passer par un écrit au parquet, ça peut passer quand on sait pas trop, qu'on n'est pas dans le social, ben on appelle l'ASE en disant: «Voilà, j'ai cette situation, comment je peux faire?» Donc oui. Oui, la CRIP sur les évaluations. Merci. Ensuite, quelqu'un dit: «Quid des phénomènes de
de gaming et vente de contenu numérique intime, photos, vidéos, live. Sauf erreur de ma part, cela n'est pas considéré par la loi comme de la prostitution, rapport de la Fondation CEL, mais comme de la création de contenu pédopornographique. De nombreuses études rapportent des passerelles entre la production, vente de contenu intime et la prostitution. Existe-t-il des recours sur ces pratiques en ligne quand la personne a plus de 15 ans et quand la personne est majeure? C'est un peu long. Oui, je réfléchis. Il y a en 2021, quand ils ont fait la loi sur le consentement, donc ce que vous expliquez Aurélie, hein, une enfant de moins de 15 ans avec un adulte n'a pas prouvé qu'elle n'a pas consenti à un acte sexuel et machin. Et ils ont aussi créé ce qu'ils ont appelé le délit de sextorsion. Donc vous tapez sur Google délit de sextorsion, vous aurez le numéro de la loi. Mais en gros, une personne adulte qui demande des images sexualisée d'une mineure peut être passible de 7 ans de prison. Entre majeurs, c'est plus le délit de sextorsion, mais du coup, on n'a pas le droit d'utiliser les images d'une personne et de les diffuser quand elle n'a pas consenti à la diffusion de ces images-là. Je ne me rappelle plus exactement l'article de loi, mais dans l'absolu, c'est interdit. Là, c'est une personne qui demande comment accompagner quand la jeune est également utilisée comme rabatteuse. Une jeune que j'accompagne n'a n'a plus pu être suivie, y compris par le fil, car elle mettait en danger d'autres jeunes. Alors, on a une partie des jeunes en prostitution qui, du coup, sont victimes auteurs, c'est-à-dire que la majorité d'entre elles sont victimes du système prostitutionnel et peuvent devenir proxénètes, presque la moitié d'entre elles. Du coup, c'est effectivement soit leur propre proxénète leur a demandé de recruter d'autres jeunes filles à l'intérieur du foyer, puisque les jeunes filles vont moins se méfier d'autres jeunes filles. Soit certaines jeunes vont recruter en se disant ben, comme ça, moi, je vivrai peut-être moins de passes, puisque du coup, ça me permettra d'avoir de l'argent si je fais travailler cette jeune fille. Et d'autres sont clairement proxénètes et mettent sous emprise. Ils vont utiliser tous les moyens qu'elles-mêmes ont subis quand elles ont été mises sous emprise pour commencer à constituer un réseau. Donc, le fil accompagne les victimes auteurs, mais accompagne les victimes auteurs quand elles sont auteurs, qui sont en OK de nous parler de leur parcours, en fait. Par contre, c'est pour ça que je pense savoir qui c'est, mais une jeune femme qu'on a rencontrée plusieurs fois qui ne se positionnait que du côté proxénète hein, et qui nous disait je suis pas victime, arrêtez de me dire ça, etc. Donc à ce moment-là, avec cette jeune femme, on s'est dit qu'on n'était pas forcément le lieu adapté pour elle, mais qu'on restait là le jour où elle souhaiterait nous parler peut-être des violences qu'elle subit et qu'elle a subies. Voilà. Ouh. Merci. Ensuite, une autre, question. Quand vous parliez donc c'est plutôt par rapport à toi, Claire. Quand vous parliez de l'apparence type des travailleuses du sexe, fossiles, make-up full face, forte, consommation de stupéfiants, non, c'était pas c'est OK. Consommation de stupéfiants, sur quoi vous basi sur quoi vous vous basez? Si c'est sur vos propres expériences, ne pensez-vous pas que c'est biaisé et non représentatif? Et ne pensez-vous pas que ça participe à renforcer les stéréotypes sur ces personnes-là, qui justement les exposent au jugement, et donc en contradiction avec les principes de votre posture dans l'accompagnement? Oui, Oui, il y avait une diapo avec à la fin des petits oui, pardon, détails. J'ai formulé différemment parce que la façon dont c'était écrit, en fait, quand on parle d'indicateur, on parle d'un faisceau. Bien évidemment qu'on va pas, on n'a pas des petites cases où on va directement dire ah, les fossiles sont trop longs, tac, tac, il y a forcément quelque chose. C'est absolument pas ça, mais c'était dans la partie des réflexions qu'on avait. On avait l'estime de soi, on avait l'intimité, cette notion-là qui n'existait pas, on avait l'usage de stupéfiants, et dans cette espèce de petit clignotant, en fait. Voilà, hop, on a des petites LED qui s'allument, et quand il y en a beaucoup, bah, parfois, on a que ça. Mais on va pas se fixer forcément sur l'apparence physique ou la façon de s'habiller ou le maquillage. C'est fait partie d'un faisceau d'indicateurs qu'on peut avoir. Et j'avais aussi modéré un petit peu cette histoire-là d'apparence,
qu'on peut avoir sur des moments. Alors, nous, quand elles se négligent ou quand elles se lavent plus, elles viennent pas nous voir en consultation. On les voit pas à ce moment-là. Mais dans ce qu'on peut partager dans les expériences, il peut vraiment y avoir comme ça des moments très, très down et des moments où il y a beaucoup de... C'est une coquetterie, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais en tout cas, beaucoup de cosmétiques, beaucoup de choses pour s'apprêter. Et que parfois, c'est de voir le- ces moments-là et puis des moments où il n'y a absolument pas de maquillage, pas de soins, pas c'est plus ça qui va nous, voilà, qui va nous alerter. Mais bien évidemment, c'est pas, on va pas cataloguer en fonction de l'apparence et de la façon dont on s'habille. Merci. Alors, je vois l'heure qui tourne. Il y a une question par rapport à la formation qui dit: ne faudrait-il pas systématiser la formation des futurs travailleurs sociaux aux notions de psychotrauma en centre de formation pour être plus en adéquation avec les accompagnements psycho-éducatifs? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter avant de finir? De notions peut-être au niveau, je sais pas, des démarches ou des orientations possibles? Bah, c'est parce on peut parler un peu de la suite et de ce qu'on envisage. Et je veux pas spolier la troisième, le troisième webinaire, mais de toute façon, nous, on n'y est pas encore, mais on aimerait quand même travailler à l'accueil, à dédier des places, en tout cas, à ces jeunes, et à en travailler en partenariat, voilà, très rapproché avec le service du fil. On parle toujours de ce moment où elles sont en capacité et où on sent que là, on est sur un temps assez court, mais où elles ont envie d'être aidées et elles vont adhérer. Et on voudrait pouvoir répondre à ce moment et donc avoir des places dédiées sur l'établissement. On en est vraiment aux prémices, donc on peut pas, voilà. Mais voilà, d'expériences, voilà, de structures qui sont complètement dédiées uniquement aux jeunes filles victimes de cette problématique. Voilà, on n'est pas forcément convaincus. Enfin, il faut faire plus de partage d'expérience, mais nous, on avait envie de tenter ça. Mais voilà, on en est au tout début. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous voulez parler peut-être pour la suite Alors, des projets concrets, je sais pas, des envies et des désirs, on en a plein. Non, en projet, ça serait, vraiment, effectivement en lien un peu avec la formation, la sensibilisation, mais, en projet, ça serait, là, passer à l'étape de pouvoir, former et sensibiliser, le judiciaire. Parce que, sur notre département, mais comme sur d'autres, hein, il y a eu beaucoup de formations. Les professionnels maintenant, ils repèrent, ils ont les indicateurs, ils tentent d'adapter leur posture, franchement, il y a eu, d'énormes, progrès, quoi. C'est chouette. On travaille de plus en plus en partenariat, avec l'ASE et cetera. Et là, on s'aperçoit qu'on bloque à cet endroit-là, c'est-à-dire que, une partie de ces jeunes sont prêtes à dénoncer, sont prêtes à dire, pour certaines et pour l'instant, sont, pas hyper bien accueillies et ça referme la parole. Surtout que c'est des jeunes qui ont déjà dit des violences, ont déjà exprimé ces violences-là et d'autres violences. Et comme le disait tout à l'heure Julia, ben, ça facilite pas en fait parce que elles n'ont pas été crues ou elles ont été jugées, etc. Donc, je crois qu'on a un gros travail à faire au niveau judiciaire. Merci beaucoup à toutes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je pense qu'on peut en finir aujourd'hui pour ce webinaire. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes de vous être mobilisées pour aujourd'hui, à vous tous en ligne et aussi aux étudiantes et étudiants dans la salle. On peut peut-être continuer à discuter dans la salle, mais je vous remercie toutes les personnes qui sont en ligne. On mettra dès que possible le webinaire en replay, donc vous pourrez le retrouver sur notre site internet. Et la date du troisième sera donc le 7 novembre. Merci beaucoup à toutes et tous.